Rares sont les Français qui pouvaient échapper à la surveillance de ces hommes. Quand 3 personnes se réunissent, il y en a une qui travaille pour moi. Voilà. C'est la bonne définition des renseignements généraux. Ils étaient des policiers de l'ombre. Les renseignements généraux devaient s'intéresser à tout ce qui pouvait porter atteinte aux institutions, aux problèmes de violence, de terrorisme et de déstabilisation. Leur spécialité, espionner la France entière. À la sortie de chaque réunion, tout le monde se disait entre copains, alors c'était qui? C'était qui le gars des renseignements généraux? Ils étaient près de 4000 à nous surveiller, écouter nos conversations téléphoniques, infiltrer nos entreprises. Les renseignements généraux étaient les yeux et les oreilles du pouvoir politique. On parle beaucoup dans les journaux de sondages de renseignements généraux. Est-ce que ces sondages existent? Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ça. C'est vrai qu'on nous a collé l'étiquette de police politique, c'est inévitable. Hors de tout contrôle, certains n'hésitaient pas à transgresser la loi. S'il faut finir au harpon, ben on finit au harpon. Les plus grands intellectuels de leur époque, les artistes admirés de tous, ont eu affaire à leur coup bas. Si les gens qui sont des professionnels de la politique agissent comme ça vis-à-vis des candidats, ça va leur retomber sur le nez parce que j'ai pas l'intention de me taire si je le sais. Ils allaient jusqu'à saboter des enquêtes judiciaires visant le plus haut niveau de l'État. Là, c'est extrêmement inquiétant. Ça pose des problèmes sur la démocratie, quoi. Personne, absolument personne ne pouvait se soustraire à l'œil des renseignements généraux. Qu'est-ce qui était le plus intéressant, le plus croustillant? Qui couchait avec qui? Comment? Dans quel endroit? Les perversions sexuelles? C'était une autre époque. Pendant 70 ans, les renseignements généraux ont sondé les reins et les cœurs de la société française. Mais leurs dérives ont causé leur perte. On n'arrivera jamais à se départir de ce côté sulfureux. Le service est cassé. Ces hommes et ces femmes connaissent la face cachée de notre République, celle qui n'apparaît jamais dans les livres d'histoire. Ça peut intéresser les gens. Espérons que ça passera à l'antenne. Des transcriptions, une bonne écoute téléphonique. Pour la première fois, ils ont accepté de livrer leur vérité. C'est pas filmé, là, hein? Ils s'appelaient les renseignements généraux. Pour le commun des mortels, c'était les RG. Aux renseignements généraux, on cultive le secret, et rares sont les agents qui sortent volontairement de l'ombre. Le commissaire Pierrat est ce que l'on appelle un grand flic. Entré dans la carrière à la fin des années 60, il a grimpé tous les échelons, jusqu'à devenir le directeur adjoint du service. Un hareng fumé. Et ensuite un pavé de saumon de tagliatelle, s'il vous plaît. Il a attendu un demi-siècle pour se mettre à table. Derrière ces faux airs de grand-père tranquille se cache un as du renseignement, la mémoire vivante du service. C'est la partie noble de la police. Une mission très claire et très simple. L'information du gouvernement. Le jeune Guy Pierrat entre au RG quelques mois avant mai 68 et ces grandes manifestations qui déstabiliseront le pays tout entier.
Personne dans le service ne prend alors ses étudiants aux cheveux longs très au sérieux. À ce moment-là, les RG ne se reconnaissent qu'un seul ennemi, le Parti communiste français. Le monde est plongé en pleine guerre froide. Entre les États-Unis et l'URSS, deux idéologies s'affrontent. Le mur de Berlin, érigé 7 ans plus tôt, n'est qu'à 1000 km de Paris. Le péril communiste est une menace, même en France. Et il revient aux renseignements généraux, un service créé en 1937, de mesurer l'ampleur du problème dans l'Hexagone. C'est vrai que l'objectif principal des renseignements généraux à cette époque-là était le Parti communiste. La menace communiste est réelle. La problématique, c'est que ce n'est pas une menace nationale. La menace intérieure est faible parce que le Parti communiste français n'a pas décidé la prise du pouvoir par les armes. En France, la révolution bolchevique relève du fantasme. Mais les renseignements généraux restent obnubilés par le danger que représenteraient les communistes français. La surveillance des RG, c'est à la fois les dirigeants et les cadres moyens du parti, du mouvement pour la paix, de la CGT, des jeunesses communistes, du Secours populaire, bref, de toute la galaxie. Je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'à surveiller PIF, journal des éditions Vaillant pour la jeunesse, mais qui était l'organe de presse du Parti communiste. Mais on peut imaginer qu'ils ont dû s'interroger sur le message secret des gadgets qui allaient avec le journal. Ces espions, qu'emploient-ils actuellement comme matériel? Le matériel utilisé par les espions varie à l'infini. Par exemple, appareils de photo miniaturisés, tels que celui... Les agents des renseignements généraux, incapables de voir la société changer, continuent d'analyser le monde sous un seul et même prisme. L'obsession communiste vire à la chasse aux sorcières. Dans les années 60, même les simples sympathisants, ce que l'on appelle alors les compagnons de route, sont suspectés de travailler pour Moscou. Yves Montand, par exemple. Comme il disait lui-même, je suis né dans une famille communiste. Je suis né communiste. Son père était un communiste italien qui a fui l'Italie pour venir à Marseille. Et donc, il baigne là-dedans. Montand, le fils d'immigrés communistes, est alors en haut de l'affiche. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. L'interprète des Feuilles mortes est pourtant placé sous l'étroite surveillance du pouvoir depuis des années. Dès le mois de juin 1949, les renseignements généraux ont ouvert le dossier numéro 432-845 au nom de Jean Livy, le véritable nom de l'artiste. Il est proche, à l'époque, et il ne s'en cache pas, des positions du parti, du mouvement pour la paix, etc. Et puis un service de renseignement, ça surveille. C'est fait pour surveiller. Et donc, si quelqu'un demande, et d'ailleurs Yves Montand, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, machin, il est censé pouvoir répondre à cette question et non pas dire « Ah, revenez la semaine prochaine, je vais vous le dire ». Donc, du coup, mécaniquement, par une sorte de logique que j'appelle ceinture bretelle parachute, on surveille pour surveiller au cas où, des fois que. Au même moment ou presque, l'actrice Simone Signoret est elle aussi suspectée d'être une espionne soviétique. Ils ne font pas partie de l'appareil clandestin du Parti communiste. La surveillance par les renseignements généraux est ridicule. Depuis leur bureau du ministère de l'Intérieur, les policiers du renseignement épient chaque fait et geste de l'artiste. Il va se produire au théâtre municipal de Troyes dans l'Aube. Bon, ça va, c'est pas mal. Écoute, alors tu reprends tout à l'heure en pensant... Les RG locaux recrutent des informateurs parmi les employés. Et lorsque Montand, en marge du spectacle, livre le fond de sa pensée, tout est scrupuleusement retranscrit dans une note. On y apprend par exemple qu'il a critiqué la guerre menée par la France en Indochine.
Quand vous avez une note de renseignement qui raconte une conversation privée, c'est qu'elle n'était pas privée. C'est-à-dire qu'un des machinistes, ou quelqu'un qui était à côté, ou quelqu'un qui surveillait discrètement derrière le rideau, ou qui faisait semblant d'être là pour réparer une ampoule, a fait un petit rapport détaillé, ou qu'un agent du renseignement est allé voir un des machinistes et a trouvé des arguments convaincants pour qu'il lui répète ce qu'Yves Montand avait indiqué. Toutes ces informations remontent directement au sommet de l'État. Même si en réalité Yves Montand n'a jamais caché ses opinions. Je ne comprends pas le fait que sous prétexte que l'on soit acteur ou chanteur, on doive subitement se désintéresser des événements qui se passent autour de vous. Au nom de quoi? Les RG ne reculent devant aucun stratagème pour surveiller le couple Montand-Signoret. Comme si leurs opinions et leur notoriété représentaient une menace pour le pays. Tout à leur tâche, les policiers n'ont pas compris que la rupture entre les artistes et l'idéologie communiste a déjà eu lieu. Elle s'était nouée lors d'une tournée de chant en Union soviétique après une rencontre houleuse avec Nikita Khrouchtchev, le leader du Kremlin en personne. On a fait un petit dîner. Oui, un petit dîner, vous n'êtes que... Ils sont venus voir le spectacle. Ils sont venus voir le spectacle. Ils ont d'ailleurs raconté cet épisode sur un plateau de télévision bien des années plus tard. Ça a commencé avec les termes, disons, polis. Excusez-moi, là, vous avez mangé, vous chantez Karacho, etc., 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 feuille morte, etc. Alors vous avez pu venir quand même. Alors là, ça a commencé. Et ça a été une conversation comme je ne sais pas où ailleurs on aurait pu en avoir. Ça a été une engueulade de bistrot. Une discussion extrêmement serrée, extrêmement violente après les problèmes. Donc il revient de là complètement écartelé. Ça marque une rupture chez lui. Il est déchiré en fait par son appartenance affective au monde communiste, par son père, les liens avec son père qu'il admire, et puis la réalité qu'il découvre qui est évidemment tout autre. Quand il revient, ce n'est plus un compagnon de route, c'est un compagnon de doute. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. Les RG, pourtant, vont persister, obnubilés par Moscou et par les cibles qui brillent et les attirent. Au point de ne pas voir ce qui se passe dans les universités françaises. Dans les services, personne ne voit l'insurrection qui vient. Si on parle dans les mois qui ont précédé 1968, on peut dire que les renseignements généraux sont passés à côté de l'agitation estudiantine. Ça, c'est tout à fait exact. En mai 68, la République vacille. Comment le pays a-t-il pu en arriver là? Comment les RG ont-ils failli au point de ne rien anticiper? Au sommet de l'État, le traumatisme reste profond. Le mot d'ordre, c'est « plus jamais ça ». Une feuille de route pour le Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, et son nouveau ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin. Le fond du problème est politique. Raymond Marcellin est un homme à poigne. Des groupes révolutionnaires se sont constitués au cours de ces dernières années dans notre pays. Des mots d'ordre circulent ça et là qui annoncent la nouvelle révolution d'octobre. Le gouvernement est prévenu. En tout état de cause, il saura maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre, maintenir l'ordre, maintenir l'ordre. Le ministre, il partait quelquefois un peu dans tous les sens. Il était convaincu que par derrière, il y avait des gens qui avaient vraiment envie de mettre à genoux la République française. Le ministre de l'Intérieur dote les renseignements généraux de tous les moyens modernes de surveillance. Ils ont désormais carte blanche. Il y a beaucoup de gens qui écoutent les lignes téléphoniques, c'est une activité permanente. Et on ciblait les personnes qui pouvaient dire des choses qui seraient utiles à la police. On ne peut pas le nier. Il y en a eu beaucoup, ce Marcellin. Évidemment, mais des écoutes, il y en a eu sous tous les régimes. Hein.
Donc personne ne peut donner des leçons de morale à un autre. Il y a eu de tout. En quelques mois, les RG deviennent un service de renseignement de référence, le plus efficace du pays. C'est une maison prestigieuse. Vous savez que l'on dit, les flics de la sécurité publique, les gars de la PJ, mais c'est messieurs des renseignements généraux. Voilà. Après mai 68, fort de l'appui du pouvoir, ces messieurs des RG ont tous les droits. Il y a beaucoup d'interceptions, de courriers, de documentation et surtout beaucoup d'indicateurs, beaucoup d'informateurs, beaucoup d'infiltrations, beaucoup de renseignements humains. Aux yeux des hommes du renseignement, tous ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement gaulliste sont des ennemis potentiels. Comme ce nouveau petit parti de gauche, le PSU, le Parti socialiste unifié. Très critique envers le gouvernement, son leader encore peu connu attire les foules. Il s'appelle Michel Rocard. C'est qu'il n'est pas possible d'assurer le plein emploi sans mettre en cause précisément la nature même de ce pouvoir capitaliste. Michel Rocard inquiète en haut lieu. Énarque et député de la République, il n'a pourtant pas un profil révolutionnaire. Mais il est une figure de l'opposition et devient donc mécaniquement la cible du ministère de l'Intérieur. Le commissaire Alain Hamon n'a pas 30 ans à l'époque. Rien de la vie du Parti socialiste unifié ne lui échappe alors. Le PSU, c'était un parti très intéressant. Alors, sans être un parti révolutionnaire, c'était quand même un parti qui prenait des idées tellement nouvelles, si vous voulez, que c'était à l'avant-garde. Et donc, c'était suivi. C'est la démonstration de ce qu'est un vrai service de renseignement. Ils voient apparaître un truc qu'ils ne comprennent pas ce que c'est, ils le surveillent. Ils suivent Rocard, parce qu'on ne sait jamais. Et notre rôle, c'était d'essayer, je dis bien d'essayer, alors employant le mot d'infiltrer. Ce qui fait qu'on arrivait à savoir beaucoup de choses. À cette époque, Alain Lipietz est très proche de Michel Rocard. On était tous conscients d'être fliqués. À la sortie de chaque réunion, tout le monde se disait entre copains, alors, c'était qui? C'était qui le gars des renseignements généraux? Ceux qui étaient pas très sympas étaient toujours accusés, oui, c'est lui, le renseignement général, le gars des RG, c'est lui, etc. Donc, en fait, on vivait avec ça. À mesure que Michel Rocard gagne en popularité, la direction centrale des renseignements généraux, elle, s'inquiète. J'ai une anecdote à raconter. Bon, j'étais donc, comme je vous dis, très jeune commissaire, et un jour, je suis convoqué dans le bureau du directeur, et je reçois, je vais dire l'ordre, enfin c'est un bien grand mot, mais enfin disons, je reçois la directive plutôt, de faire une note intitulée Michel Rocard, chef d'orchestre de la subversion. Et je réponds, parce que je pensais devoir répondre ça, qu'on ne pouvait pas dire ça. Et on m'a répondu, exécuté, cher ami. Bon, donc je suis rentré dans mon bureau, j'ai fait ma note. Au début des années 70, à la demande des autorités, les RG avaient décidé de faire de Michel Rocard, futur Premier ministre de la France, un ennemi d'État. C'est ainsi que l'on traitait alors les figures de l'opposition en France. Le renseignement politique a toujours été à la disposition du pouvoir, pas de l'État. Le renseignement politique est là pour protéger le pouvoir. L'autre problème urgent à régler pour le gouvernement à ce moment-là est ce qui se passe dans la rue. À la suite de mai 68, toute une série de groupuscules d'extrême gauche battent le pavé parisien. On ne parle pas encore de Black Bloc, mais les casseurs, eux, sont déjà d'actualité. Les renseignements généraux vont mettre presque 10 ans à cerner les contours d'une menace qu'ils n'avaient jamais anticipée jusqu'ici. Celle que l'on appelle la menace gauchiste. Les renseignements généraux ont dû s'intéresser de plus près à cette agitation d'une gauche radicale
D'abord, il a fallu identifier, comprendre la différence entre des éléments maoïstes et des éléments trotskistes. La multiplication des groupes gauchistes dans la France des années 70 inquiète les RG. Par peur de revivre les événements révolutionnaires de mai 68, les policiers décident d'infiltrer tous les mouvements, sans exception. Ce jeune militant promis un bel avenir en politique en sait quelque chose. Le pouvoir, au lieu de répondre, provoque, envoie ses flics, envoie ses nervis. J'ai commencé à militer en 1970, et à cette époque-là, tous les militants d'extrême gauche étaient plus ou moins pris en chasse, je dirais, entre guillemets, par les renseignements généraux. Bon, on les voyait venir de loin, quoi. On les appelait les imperméables, parce que quand vous faisiez une réunion publique, dès qu'il y avait deux types avec une cravate, vous étiez sûr que c'était les gens des renseignements généraux. Quand vous sortiez et que vous aviez une 4L ou une... parce que à l'époque c'était ça, avec deux types dedans, vous saviez que c'était les renseignements généraux. On allait taper sur le carreau en disant « Salut, ça va ?» Bon, voilà. Bon. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient toujours gentils, hein. Les RG n'ont en effet pas beaucoup de scrupules. Comme par exemple, lorsqu'ils décident de mettre toutes les facs du pays sous surveillance, en transformant des étudiants en indiques. Et on a pu recruter des jeunes garçons et des jeunes filles avec pour mission de s'infiltrer dans un certain nombre de mouvements de la gauche radicale et être ensuite remerciés de cette action par une admission immédiate au sein des renseignements généraux. C'est-à-dire qu'on leur disait « faites de l'infiltration pendant quelques mois, quelques années, et vous deviendrez policier, sans passer de concours ». Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est tout à fait dérogatoire par rapport aux règles de la fonction publique, je vous l'accorde. Mais c'est à la mesure de la peur que le pouvoir politique avait connue pendant les événements de 1968. Garder un œil sur les étudiants gauchistes dans les universités est une chose. Identifier les leaders de l'agitation qui secouent le pays en ce début des années 70 en est une autre. Daniel Cohn-Bendit, le leader charismatique de mai 68, conserve naturellement l'attention des services. Mais c'est peine perdue. Il a été expulsé vers l'Allemagne il y a déjà 2 ans. Les RG se focalisent alors sur ceux qui rêvent du grand soir et prônent, s'il le faut, la violence armée. Ils nous provoquent, ils pillent le fruit de notre travail, ils mettent nos gosses au chômage et nos vieux dans la misère, ils nous jettent leurs CRS et leurs gardes mobiles, en attendant de nous livrer à leurs matons. Nous aurons du courage. Ce sont les militants maoïstes, les Mao comme on les appelle, les adorateurs du numéro 1 chinois, Mao Tse-tung. Les Mao recrutent des sympathisants dans le tout Paris des lettres et du showbiz. T'as pas droit aux petites fleurs, t'as droit qu'à la saleté. C'était vraiment the place to be. Tout le monde y était. Tout le monde y était. Tout le monde. C'était vraiment l'endroit à la mode. Ça faisait chic d'être pour les prolos. Dans la galaxie Mao, les renseignements généraux identifient le cinéaste Jean-Luc Godard, l'acteur Samy Frey, la romancière Marguerite Duras ou encore l'écrivain Philippe Solers. Évidemment, tout ce petit monde est fiché. Les people, ils étaient suivis comme people, en tant que people, et ainsi de suite, dans la fameuse série, au cas où, s'ils ont une influence suffisante sur l'opinion, qu'est-ce qu'on peut faire pour modérer, empêcher, atténuer, bâillonner une intervention qui serait nuisible au pouvoir ou à l'État. La figure emblématique de cette gauche radicale, c'est le grand écrivain Jean-Paul Sartre. Connu et respecté dans le monde entier, Sartre est un ambassadeur hors pair pour les Mao. Ah ben c'était une prise de guerre, hein. C'est ça, dans le jargon politique moderne, on dit c'est une prise. C'est comme quand Macron prend Hulot, c'est une prise, hein. Camarades, je suis venu témoigner auprès de vous. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que la justice de classe... Le philosophe vieillissant semble trouver une seconde jeunesse auprès de ces militants qui prônent la révolution. Sartre voulait toujours savoir, mais la révolution, la révolution, la révolution. Et moi, j'ai essayé de lui expliquer que la prise du Palais d'Hiver et tout ça, c'était fini.
Hein, c'est plus comme ça que ça se passait. C'était, il y avait des révoltes, il y avait des grèves, et que c'était un long processus de réforme, de changement de la société. Il n'était pas maoïste, il jouait avec des idées de la révolution. Il avait envie de vivre une révolution. C'est un commencement, le fait que vous veuillez bien m'écouter. Je vous en remercie. Il faudra que nous nous rencontrions dans d'autres occasions encore. Sartre excelle dans l'art d'écrire. C'est donc tout naturellement qu'il prend la direction de La Cause du Peuple, le journal des Mao. Au mois de juin 70, le philosophe s'affiche avec le journal à Paris, sur les grands boulevards, dans une action visant clairement à provoquer les autorités. À ses côtés, un ami journaliste. Quand ils ont mis en prison des jeunes qui vendaient La Cause du Peuple. Alors les intellectuels, Sartre, Beauvoir, Samy Frey, les Dernalier, et on a décidé de distribuer pour essayer de montrer un peu que cet État était en train de délirer. Demandez la cause du peuple contre les saisies arbitraires. Les personnalités sont arrêtées. La scène est immortalisée par les caméras. L'intellectuel a réussi son coup. Sartre. Eh bien, vous voyez, nous sommes arrêtés parce que nous vendons un journal qui n'est pas interdit. Il l'amenait au commissariat et puis on nous mettait dans une autre pièce puis on nous libérait tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous fasse, je veux dire ? Jean-Paul Sartre devient pourtant un problème pour le gouvernement. Comme Yves Montand 20 ans plus tôt, Sartre se voit attribuer un numéro par les renseignements généraux, en l'occurrence le 340-233. Fidèles à leur habitude, les RG se mettent à espionner l'écrivain jusque dans les aspects les plus intimes de sa vie privée. Le 1er juin 1970, par exemple, ils découvrent l'existence de l'une de ses maîtresses, une certaine Wanda Kozakiewicz. Un peu plus tard, il consigne scrupuleusement. À 9h55, Sartre quitte son domicile et se rend à pied chez sa fille adoptive, après avoir effectué des achats dans une boulangerie. Alors, vu comme ça, probablement que ça ne sert à rien. Maintenant, si vous avez 1 an de fiche et que vous vous interrogez sur le pourquoi du nombre de fois où il s'arrête à la boulangerie, qu'est-ce qu'il fait à la boulangerie, s'il sort par la porte arrière de la boulangerie, est-ce que c'est une boulangerie avec une entrée et une sortie? Tout ça, c'est les basiques de l'espionnage ou du contre-espionnage. Entendons bien, hein, je ne parle pas du cas de Jean-Paul Sartre en tant que tel, et je pense qu'il allait à la boulangerie acheter des croissants, mais voilà. Jean-Paul Sartre n'est pas un terroriste. Je vous l'accorde. Bon. Maintenant, dans quelle mesure sa sympathie au sein de ce groupe peut-il l'amener à aider, soutenir, héberger d'éventuels candidats terroristes? De terroristes, les RG n'en trouveront pas chez Jean-Paul Sartre. Tout au plus, suspecte-t-il l'intellectuel d'héberger chez lui un certain Daniel Cohn-Bendit, interdit de séjour en France. Pour le service de renseignement, cela suffit à faire de Sartre la tête pensante d'un réseau clandestin. Oh, je ne sais pas s'il était dans un réseau, mais moi je ne faisais pas partie de ce réseau. Quand je suis venu à Paris, je suis venu 2 fois. Je ne sais plus chez qui j'étais, mais non, je n'étais pas chez Sartre. Comme avec Yves Montand quelques années plus tôt, les renseignements généraux se sont trompés. Sartre n'a jamais été impliqué dans aucune action violente. Il en va autrement avec les Mao purs et durs. C'est ce que vont finir par découvrir les RG en les infiltrant. Les maoïstes, il y avait un risque de dérive terroriste. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est là qu'il s'agissait d'être prévenu en cas d'acquisition d'armes, en cas d'objectifs à déterminer, enfin, etc., etc. Oui, il y a eu un risque. À Paris, les Mao font régulièrement le coup de poing avec les forces de l'ordre.
Mais ce n'est pas ce qui inquiète vraiment les autorités. Depuis leur bureau, les RG voient ces révolutionnaires s'installer dans les grandes usines du pays. Comme à Sochaux, par exemple. La ville vit au rythme des usines Peugeot, le plus grand site industriel français. Les RG découvrent que les Mao y ont envoyé des étudiants issus de grandes écoles pour s'y faire embaucher. Des intellectuels d'extrême gauche voisins d'établis des ouvriers, cela n'est pas pour rassurer la police. Et si leur discours prenait dans les classes populaires? Les violents, ce sont ceux qui font mourir les travailleurs dans les usines. Dans une grande usine à Grenoble, il y a eu encore récemment 2 morts. Il y a eu 5 morts sur un chantier. Cette jeune passionnariat est aujourd'hui une paisible retraitée. Au début des années 70, elle faisait partie de cette vague d'étudiants installés dans les usines Peugeot pour le compte des Mao. On pensait que on ne pourrait pas prendre le pouvoir sans être une armée. Mais cette armée, nous voulions qu'elle soit constituée par les travailleurs. Pour nous, les masses prolétariennes, les ouvriers, les ouvrières étaient des gens absolument extraordinaires. Étouffer la flamme révolutionnaire dans l'industrie française, c'est une mission taillée sur mesure pour le commissaire Pierrat. Il vient d'arriver dans la région comme patron des RG locaux. Quand dans les milieux maoïstes, on a décidé de faire de Peugeot la cible numéro 1 ou l'usine numéro 1, c'est tout ce petit monde qu'on a eu à l'œil. Donc il y a là, quand j'arrive à Montbéliard, un climat très tendu. Si le climat est tendu, c'est que le pouvoir ne fait rien pour apaiser les esprits. Raymond Marcellin, toujours ministre de l'Intérieur, joue même la provocation dès qu'il en a l'occasion. Depuis 3 ans, on nous a promis un octobre rouge, un été chaud, un mois de mai révolutionnaire, et rien de cela ne s'est produit. En privé, le discours du ministre est différent. Il est inquiet et il l'avoue. Il était convaincu que le KGB était pour quelque chose dans tout cela, parce que c'était une organisation que personne n'avait d'autre. Quand même une organisation exceptionnelle, le KGB. Si des espions soviétiques opèrent en France, le ministre de l'Intérieur veut en avoir le cœur net. Il dépêche à Sochaux la DST, le service de contre-espionnage. Ces policiers spécialisés dans la traque des agents de l'Est méprisent les RG. Le commissaire Pierrat et ses amis n'ont plus voix au chapitre. Donc, la DST est venue, j'allais dire, complètement sur les plates-bandes des renseignements généraux. Le ministre de l'Intérieur, qui évidemment a utilisé le vieil adage « diviser pour mieux régner ». Et puis finalement, si je les mets en concurrence, peut-être en obtiendrai-je quelque chose. Je suis rentré à la DST début 69. Je suis affecté au service de manipulation. L'objectif était de manipuler les gens. Mon bureau était là, il y avait une fenêtre ici, une autre fenêtre là, voilà. Les écoutes téléphoniques se faisaient là-haut. Quand on avait envie d'écouter quelqu'un, on le branchait, puis on allait écouter ce qu'il racontait. On visitait son appartement ou pas, selon les circonstances. C'était la guerre, évidemment, à la guerre comme à la guerre. La DST, vous savez, je ne veux pas dire du mal de collègues, mais pour la DST, à cette époque-là, la fin justifiait les moyens. Les deux services se détestent et ne partagent pas la même vision de leur mission. Les RG font de la surveillance, la DST de la provocation. Dans l'institution policière, il y avait un corps qui était un corps de coups tordus, classique. Alors eux, c'était les rois de ça, c'était la DST. Ils se considéraient comme l'élite de l'élite de la police.
Et un nombre de responsables des renseignements généraux ne supportaient pas les responsables de la DST qui arrivaient, qui, avec toute leur autorité, toute leur morgue, prenaient les notes, voilà, refaisaient, donnaient des ordres, faisaient des commandes, etc. Et souvent, derrière, les coups tordus, c'est de là qu'ils venaient. À la DST, on ne se pose pas de questions. Ordre est donné de recruter un indique chez les Mao. On m'indique, démerde-toi, recrute quelqu'un, il nous faut un type dans la gauche prolétarienne, notamment chez Peugeot. Ça a duré plusieurs mois quand même. Je cherchais, je passais mon temps à rencontrer des types jusqu'au moment où je rencontre ce type. L'homme qui va infiltrer les Mao installés chez Peugeot est un simple ouvrier du nom de Denis Mercier. Je le rencontre en me faisant passer pour un journaliste quand j'arrive, besoin de renseignements. En partant, je le paie, je lui donne l'équivalent peut-être de 200 € d'aujourd'hui. On a passé 2 heures, allez. Ça avait l'air d'intéresser bigrement. Bon. On venait dans un sous-bois, discuter, je venais avec ma voiture, je me planquais, dans des endroits différents d'ailleurs. Je changeais de voiture évidemment à chaque fois, j'avais des plaques minéralogiques différentes. Et puis un beau jour, je me penche, ma veste, j'avais toujours l'arme à gauche, je me penche comme ça, il était là, il voit mon pistolet, donc il a compris. Je lui montre ma carte, je lui dis, écoute, voilà, c'est très simple, j'ai besoin de renseignements, je vais même aller plus loin, je vais te payer bien plus maintenant. Donc là, j'ai joué carte sur table. Je lui donnais petit à petit des enveloppes de liquide, il signait des reçus. Alors il s'embarquait, une fois qu'il avait signé, il ne pouvait plus faire marche arrière. Infiltré, Denis Mercier devient une source d'informations précieuses au sein de l'AGP, la gauche prolétarienne, le groupe Mao qui œuvre à Sochaux. Denis Mercier, il avait les noms de ceux qui étaient clandestinement adhérents de l'AGP dans les usines. Ça, c'était pas très bon. À ce moment-là, seule la DST a connaissance du double jeu de Denis Mercier. Le commissaire Pierrat, patron des RG locaux, ignore tout de cette opération. C'est presque par hasard que les chemins des deux services vont se croiser dans la région. Je me souviens d'un jour où on m'a convoqué. Vite, vite, Dominique, faut que tu ailles voir le patron, il t'appelle. Bon, j'arrive dans son bureau. Il faut que les Français votent du bon côté. Tu sais ce qu'il faut faire? Non. Et bien, s'il y a quelques attentats, ça va les rasséréner, ils vont voter à droite. Il fallait orienter positivement les élections, positivement de son point de vue. Et pour orienter positivement les élections, il fallait faire un peu peur aux Français. Et la peur est le début de la sagesse, et ils votaient sagement dans le sens désiré, dans le sens de Marcellin. De la droite. Ah bah, oui. C'était pas pour voter à gauche, ça c'est clair. Marcellin n'était pas beaucoup à gauche, non. C'était pas son style. Il était le ministre de l'Intérieur de Pompidou. Et il ne se posait pas la question de savoir si, pour lui, il fallait que ce soit la majorité qui gagne. La DST ordonne à son indique Denis Mercier de pousser ses camarades à commettre un attentat dans les usines Peugeot. D'informateur, Mercier devient manipulateur. Fidèle à sa réputation, le contre-espionnage vient de monter ce que l'on appelle dans les services une barbouzerie. La DST a averti le sous-préfet local de cette opération secrète, mais elle n'a pas mis le commissaire Pierrat dans la confidence. J'allais voir le sous-préfet de Montbéliard au moins une fois par jour. Ce jour-là, en fin d'après-midi, le sous-préfet m'accueille, vous savez, avec ce petit sourire narquois des gens qui savent par rapport à ceux qui sont dans l'ignorance. Il va y avoir un attentat cette nuit. Ah. Piqué au vif, le commissaire Pierrat et ses hommes vont tout faire pour déjouer l'attaque. Finalement, nous avons intercepté le groupe de la gauche prolétarienne chargé de faire l'attentat devant le hall d'exposition des véhicules Peugeot à Sochaux-Montbéliard. Voilà. Nous avions interpellé des gens qui s'apprêtaient à commettre l'attentat. Parmi eux figure Denis Mercier, la taupe de la DST devenue soudain très compromettante.
Il a fallu revenir chez Mercier, planquer tout ce qu'il avait dans sa cave avant qu'il y ait une perquisition. Enfin, ça a été une affaire dantesque. Les hommes de la DST sont finalement contraints d'avouer au RG qu'ils sont dans le coup. Et alors je leur ai dit, vous seriez venu me le dire avant, on aurait fait attention. Maintenant c'est trop tard. L'indicateur du contre-espionnage se retrouve derrière les barreaux. À la DST, outre l'embarras, personne ne comprend pourquoi l'opération a échoué. Jusqu'à aujourd'hui, Dominique Defendi l'ignorait. C'est le préfet qui a prévenu la police qu'il allait y avoir un attentat. C'était le sous-préfet de Montbéliard. Extraordinaire. Ah, c'est rigolo. Eh bien ça, je ne le savais pas. Ah ben oui. La mission du renseignement est de protéger le gouvernement quoi qu'il arrive. Le commissaire Pierrat et ses hommes acceptent donc de garder le secret. L'affaire est étouffée. Le ministre Raymond Marcellin reste à l'intérieur et peut continuer sa croisade anti-gauchiste sans jamais être inquiété. N'oubliez pas que l'autre nuit, autour du Palais des Sports, il y avait des agresseurs. Les agresseurs, c'était les gauchistes. Monsieur le Président. À la tête du pays, en revanche, le président Pompidou a nommé un nouveau Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas. Adopter le budget dans des conditions... En 1972, à peine installé à Matignon, Chaban est empêtré dans une mauvaise affaire de fraude fiscale qui l'oblige à se défendre à la télévision. Un exercice rare à l'époque. Il m'a d'abord été reproché de ne pas payer assez d'impôts. Quant à ne pas avoir payé d'impôts du tout, pendant 4 ans, c'est de l'invention pure et simple. À l'origine de ce scandale, il y a le Canard enchaîné. L'hebdomadaire satirique est le précurseur du journalisme d'investigation à la française. Aux grandes dames du ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin et des renseignements généraux. Ils assimilent ça à une ligne gauchiste, alors que c'est simplement, à un moment donné, le développement du journalisme d'enquête. Mais il supportait très mal l'affaire de Chaban, l'affaire des feuilles d'impôt de Chaban, Marcellin. Il avait envie de savoir qui avait été raconté ça au Canard enchaîné. C'est évident. C'est évident qu'il l'essayait. Et là, c'est la parano. Ils se demandent quels sont les informateurs. Et donc, ils ont fait des enquêtes sur les comptes bancaires, des enquêtes sur la vie privée, des filatures avec photos. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Les poubelles. Piquer les poubelles, et puis ils les emmenaient chez un petit éditeur porno qui leur avait alloué un hangar en banlieue. On va tout nous faire, sauf la drogue dans les voitures. Ça ils l'ont pas fait. Comme à leur habitude, les RG consignent tout ce qu'ils savent ou pensent savoir dans un rapport secret. Alors les gars ont ramassé tout ce qu'ils avaient, et c'est n'importe quoi, y compris il y avait un journaliste du Canard. On avait ressorti le fait qu'il avait volé une tablette de chocolat dans un supermarché. C'était inscrit. L'intimité de tous les collaborateurs du journal s'étale sur 150 pages. Des journalistes auraient par exemple un penchant marqué pour les boissons alcoolisées. Un autre est soupçonné d'avoir entretenu une maîtresse. En réalité, les RG ont fait chou blanc. Non, ils n'ont jamais trouvé une vraie source. Et Marcellin était complètement fou de ça. Aveuglé par sa soif de vengeance, le ministre de l'Intérieur ne veut pas en rester là. Il fait donc appel à la DST. Pour enfin démasquer les sources des journalistes, les hommes du contre-espionnage déguisés en ouvriers cachent des micros jusque dans l'intérieur des murs du journal. Mais l'opération va s'ébruiter. L'affaire des faux plombiers du Canard éclate. Elle coûtera sa place au ministre. À partir de là, le climat change du tout au tout. De ce jour, date une ère nouvelle
de la politique française. Ainsi, c'est moi qui conduirai le changement. Valéry Giscard d'Estaing s'installe à l'Élysée et promet un nouvel exercice du pouvoir. Terminer les policiers à l'ancienne et leurs coups tordus téléguidés depuis le sommet de l'État. Sa présidence sera exemplaire. Giscard le promet aux Français. Pour les renseignements généraux, il faut tout repenser. Exit les basses œuvres politiciennes et l'obsession du péril rouge. Il faut se recentrer sur les vraies menaces. Pour moi, les renseignements généraux devaient s'intéresser à tout ce qui pouvait porter atteinte aux institutions, aux problèmes de violence, de terrorisme et de déstabilisation. Le commissaire Pochon prend la tête de la section antiterroriste des RG. Sentir, radiographier, écouter, c'était passionnant, c'était extraordinaire. La section antiterroriste, c'est l'aristocratie des renseignements généraux. Une quinzaine d'agents seulement, triés sur le volet. Ces sections intervenaient comme un service antiterroriste, faisaient des filatures, des surveillances, ils traitaient des informateurs avec des pseudos, voilà. Il a tourné avenue de la Bourdonnais. Un groupe terroriste multiplie les attentats contre les symboles de l'État. C'est le début de la saga d'Action Directe que j'ai conduite pendant 2 ans. On a tiré au bazooka contre le ministère des Transports et 2 de ses annexes à Paris. Les cibles étaient le cabinet du ministre, Joël Le Teul, et les ordinateurs de Bison Futé. Les attentats ont été revendiqués par le groupe Action Directe. La menace d'Action Directe est réelle. Il faut la neutraliser. Des écoutes téléphoniques permettent aux hommes du commissaire Pochon d'identifier les leaders. Reste maintenant à les interpeller. C'est à ce moment-là que rentre en scène un personnage qui va avoir un rôle essentiel, qui s'appelle Gabriel Chahine. Gabriel Chahine était quelqu'un qui a participé à la mouvance extrémiste gauchiste. C'est un artiste raté, mais un type génial. Il avait une barbe, il était toujours hirsute, et le courant est passé de manière extraordinaire, entre lui et moi. J'ai demandé à Gabriel, qui avait un contact avec eux plus ou moins diffus, on n'a jamais su trop comment ça se passait. J'ai dit, voilà, il faut absolument que tu les rencontres. Gabriel me dit, mais c'est une très bonne idée. À partir de ce moment-là, on improvise un peu, c'est le système D, hein. C'est pas la CIA, hein. C'était un petit groupe de 15 mecs, hommes et femmes, avec des moyens dérisoires. Le plan du commissaire Pochon est simple. Puisque les RG ne parviennent pas à mettre la main sur les leaders d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, il faut les faire venir à eux. L'indicateur Chahine doit leur faire croire que Carlos, le pire des terroristes de l'époque, souhaite les rencontrer. Carlos, c'est le terroriste le plus dangereux des années 70, le chef d'orchestre de la terreur en Europe. L'opération des RG ressemble à un coup de poker. Et donc j'ai mis en place un scénario avec mon équipe, complètement dingue, c'est vrai, peut-être. Le nom de Carlos n'est qu'un leurre, mais il fonctionne. Les membres d'Action Directe acceptent ce qu'ils croient être une rencontre dans un appartement en plein cœur du 16e arrondissement de Paris. Et puis, ce qui s'est passé, c'est passé. Fusillade rue Pergolèse à Paris entre des inspecteurs des renseignements généraux et un couple de jeunes terroristes. Les 2 terroristes ont été arrêtés. En fait, on le sait maintenant, la police recherchait très activement Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, les 2 terroristes arrêtés hier soir. Avec cette arrestation spectaculaire et ce cliché qui fixe la scène, les renseignements généraux viennent de réaliser un petit exploit. Ils font d'une pierre 2 coups. Ils se rendent indispensables auprès du pouvoir politique et se montrent sous leur meilleur jour aux yeux du grand public. Tout ça a fait que c'était une opération complètement dingue. Et puis, elle s'est bien passée. Elle aurait pu bien se passer. Et on était très contents.
Le commissaire Pochon va pourtant vite déchanter. 2 ans plus tard, les 2 terroristes sont amnistiés. Peu après, Gabriel Chahine, l'indicateur utilisé par les RG, est abattu devant chez lui. L'auteur de cet assassinat ne sera jamais identifié. Cette affaire restera pendant longtemps une blessure pour les renseignements généraux. Était-ce le prix à payer pour que la France ne sombre pas dans la violence, comme l'Italie ou l'Allemagne? Le contexte, c'était ce qu'on appelle les années de plomb en Europe. Il y a une macération extrêmement importante et les groupes en Allemagne et en Italie ont déjà commis des attentats extrêmement meurtriers. En France, mai 68 n'a pas été, comment dirais-je, suivi d'une explosion d'actions terroristes, comme ce fut le cas en Allemagne, etc., etc. Pour les renseignements généraux, la France aurait été épargnée par les dérives sanglantes grâce à la qualité de leur travail. Leur bilan en la matière apparaît pourtant modeste. Il est compliqué de tirer le bilan de l'action des renseignements généraux dans la lutte contre la menace gauchiste pour plusieurs raisons. Hormis action directe, il n'y a pas eu une vraie mouvance d'ultra-gauche violente, terroriste. Et action directe était de ce point de vue-là assez marginale si l'on compare avec les exemples belges, italiens ou allemands. Donc j'aurais du mal à créditer les renseignements généraux d'une action déterminante en la matière. La fin des années 70 marque un tournant pour les renseignements généraux. Avec elle, s'éteint une certaine idée de la contestation gauchiste née sur les barricades de mai 68. Les RG ont perdu leur meilleur ennemi, mais vont se découvrir de nouveaux adversaires, quitte à peser lourdement sur la vie démocratique du pays. Dans les bureaux, les hommes de l'ombre se préparent au retour des manipulations et des coups tordus. En traquant l'extrême gauche tout au long des années 70, les renseignements généraux se sont appliqués à remplir leur mission. Celle d'une police au service du pouvoir, en l'occurrence de droite. Les renseignements généraux sont un service de renseignement politique. C'était la définition même du service. Ça a correspondu à une époque. La menace gauchiste disparue, les policiers vont porter toute leur attention sur les partis politiques traditionnels. La tâche incombe à la très renseignée section dite des affaires politiques. À la veille de l'élection présidentielle de 1981, le commissaire Pierrat la dirige, depuis déjà 7 ans. C'est le cœur des renseignements généraux. C'est la voie royale au sein de la direction centrale des RG. Cette campagne électorale va mettre au jour le nouveau rôle du service de renseignement intérieur. Les hommes des RG deviennent un atout du pouvoir en place contre toute forme d'opposition, d'où qu'elle vienne. Sous les dorures de l'Élysée, le président Giscard d'Estaing rêve d'un second mandat. Mais l'affaire est mal engagée. Dans les sondages, sa cote est au plus bas. Dès 1980, un candidat en particulier lui fait de l'ombre. À la ville, il porte blouson en cuir et lunettes d'aviateur. Et à la scène, salopette et nez rouge.
Michel Colucci, dit Coluche, le comique qui fait rire tout le pays, la personnalité préférée des Français, brigue lui aussi la magistrature suprême. Comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Coluche candidat à la présidente de la République. C'est la plus grosse farce que l'on puisse imaginer. Je vais vous montrer tout mon programme. Voyez-vous, ça se passe dans mon froc, malheureusement j'ai un peu de mal à l'enlever. Voilà, c'est ici, voyez-vous, voilà mon programme, voilà. Coluche s'amuse, voilà. Et les Français lui emboîtent le pas. Ça encore, et puis j'ai ça, voilà, c'est tout. Je pense que ce qui est sérieux, c'est Coluche aujourd'hui, et que la gauche, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été très sérieux. Coluche, Coluche est ce qu'on appelle un bon client pour la presse, qui se délecte de ses frasques. Selon un sondage, 2 électeurs sur 10 seraient prêts à voter pour lui. Eh bien, à partir de cette couverture et à partir de ce sondage, tout va changer. Tout d'un coup, cette blague, cette immense blague qu'on mettait en place se vit comme un possible recours. Le clown de la République a réussi à entrer par effraction dans la politique française. Et il se prend au jeu, transformant sa maison parisienne en QG de campagne. Jean-Michel Vaguelsi était un habitué des lieux. C'est là qu'on a fait ensemble ce fameux appel dans Charlie Hebdo. J'appelle les fainéants, les PD, les communistes. Les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes. Etc., qui était d'une modernité absolue d'ailleurs, puisque c'était la reconnaissance des minorités et qu'on était dans un monde qui ne reconnaissait pas les minorités. 6 mois avant l'élection de mai 1981, ce qui n'était au début qu'une farce commence à en inquiéter certains. On s'en rend compte assez vite. Un jour, on va à France 2 pour son interview. J'ai appris que vous alliez être candidat à la présidence de la République. Écoutez, tout le monde me dit ça, moi j'ai pas dit ça. C'est marqué dans la presse. Non, mais là, il y avait un journaliste très important à l'époque qui vient le voir et qui dit dans un coin, je te préviens, c'est certainement la dernière fois ici, parce que ça ne plaît pas en haut lieu. Moi, ce que j'aimerais, c'est un parti qui soit contre celui qui est au gouvernement, quel que soit celui qui est au gouvernement, qui ait vraiment une possibilité de faire quelque chose de politique de manière à ce que ça contrebalance, justement, et ne pas avoir ce qu'on a, c'est-à-dire un gouvernement qui est d'abord élu par nous pour faire ce qu'on veut et qui finalement fait ce qu'il veut une fois qu'il est élu. On ne sait pas. Coluche fait souffler un vent de modernité sur un débat politique et une élection un peu sclérosée. Et si l'humoriste pouvait vraiment jouer les troubles faits? Je dois dire qu'une campagne avec Coluche, ce sera certainement quelque chose de spécial. À mesure que la campagne avance, Coluche y croit de plus en plus. La France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en 4. C'est très bien, ça va gêner ça, ça va marcher. Que laisser Coluche aller à l'élection, c'était dangereux. Et donc la question du danger Coluche peut amener le gouvernement, le président de la République sortant, à dire bon là on va arrêter de rigoler. D'abord c'est dangereux pour moi d'accord, Mitterrand pourquoi pas, mais lui non. Ça accélère, ça accélère, ça accélère. Pas question de laisser un clown ridiculiser le monde politique. Le gouvernement cherche à en savoir plus sur le personnage. Le ministre missionne alors tout naturellement les renseignements généraux, en l'occurrence ceux de la préfecture de police de Paris. Installés au dernier étage de ce bâtiment, les agents ont fait de Coluche une cible prioritaire. Les RGB ont été mandatés par le ministre et le préfet de police de Paris pour cerner ce personnage, voir effectivement si il y avait une réalité dans cette démarche aussi, savoir quelles étaient ses véritables intentions. La commissaire Brigitte Henry est alors affectée à la section dite de la synthèse. Elle y voit passer toutes les notes des RG de la préfecture de police. Elle connaît bien les hommes chargés d'enquêter sur le comique. Ils appartiennent à la section de direction, un groupe à part aux renseignements généraux.
des durs à cuire, qui n'ont pas peur de transgresser la loi. C'était des barbouzes, un peu comme un commando. Tu rentres chez les gens, tu piques des documents, tu fous en l'air les téléphones, tu suis pendant les rendez-vous. Il y a eu une dizaine de fonctionnaires qui a suivi les activités de Coluche, surveillance téléphonique, surveillance filature, pour savoir qui il rencontrait, qui étaient ses appuis aussi. Il y a un moment donné où je me suis aperçu qu'il y avait à peu près là, à 5 mètres d'ici, à peu près, ouais. Il y avait toujours une bagnole, une sorte de camping-car avec des rideaux. C'était un truc qui me marquait tous les jours quand j'arrivais. Alors une fois, j'ai dû regarder comme ça, mais bon... En même temps, quand on se dit que c'est peut-être la police, on n'est pas fiers, on va pas faire le malin. Hein. En planque devant chez Coluche, les policiers sont comme au spectacle. Tous les soirs, il y a une espèce d'assemblée générale rue Gazan où on est 20. Il y avait Johnny, tout le monde passait. Eddie Mitchell était absolument pour, enfin tous. Et Renaud était aussi un fervent soutien de tout. Tout le monde était pour Coluche président. Ce soutien unanime du showbiz inquiète encore un peu plus le gouvernement. La plaisanterie a assez duré. Les RG doivent à tout prix trouver de quoi ternir l'image de Coluche. On fait un petit peu son passé. Il a fait l'objet d'une arrestation pour vol quand il était très jeune. Son passé militaire n'était pas très glorieux, hein, puisque bon, il a été à plusieurs reprises en prison pour indiscipline. L'image qui a été donnée par ces notes RG était une image plutôt défavorable à Coluche. Ces notes, savamment préparées, vont alimenter plusieurs enquêtes à charge dans les journaux. Les premiers à s'en servir sont les journalistes de l'Express. 5 ou 6 pages, vingtaine de feuillets, dans lesquels il chopait tous les bruits de chiottes qui pouvaient concerner Coluche pour casser son image de la façon la plus radicale. Mais c'était une commande. L'article est très largement inspiré du dossier des RG. Les policiers écrivent par exemple « Le 2 janvier 79, il avait franchi un feu rouge et insulté les gardiens de la paix. » Sous la plume du journaliste de l'Express, cela devient « Il avait, le 2 janvier, grillé un feu rouge et traité d'enculés les 2 gardiens qui le verbalisaient. » Il faut le descendre, quoi. Symboliquement, j'entends. S'il y a bien un journal qui n'a jamais aimé Coluche, c'est l'hebdomadaire d'extrême droite Minute. Rien d'étonnant à ce qu'il emboîte le pas et titre « La bavure de Coluche ». L'article explique « En 1963, le jeune Michel Colucci a volé des couteaux, des coupes-papiers, des porte-clés, des cuillères et des blaireaux pour une valeur de 1220 francs environ. » Là encore, les informations semblent provenir du rapport des renseignements généraux. À quelques mots près, les 2 textes sont identiques. Oh putain, l'affaire des affaires. Le mec, il a bugué 3 porte-clés et puis un canif, enfin bon, des trucs. Mais c'est désagréable. On voit la photo en délinquant, c'est désagréable pour Michel. Coluche en a vu d'autres. Il ne se laisse pas impressionner par ces articles. Je fais le singe. C'est un événement autrement plus grave qui sème le trouble dans sa campagne. Poussez-vous là. Le cadavre d'un homme de 40 ans, découvert avec 2 balles dans la nuque dans une clairière de Gournay-sur-Marne, n'aurait fourni sans doute qu'un fait divers en 3 lignes si, après vérification de son identité, on ne s'était aperçu que René Gorlin, c'est le nom de la victime, était un proche de Coluche. C'était le régisseur des spectacles de Coluche. Lorsqu'il est convoqué par la police, Coluche est affecté par la perte de son ami. Il est même un peu sonné et n'écarte pas complètement l'hypothèse d'un assassinat commandité. Ça n'a rien à voir avec votre récente déclaration, votre récente candidature aux élections. Ben, j'espère que non. Hein. J'espère que non, parce que si des gens qui sont des professionnels de la politique agissent comme ça vis-à-vis des candidats, ça va leur retomber sur le nez, parce que j'ai pas l'intention de me taire si je le sais. Hein. En réalité, l'homme a été assassiné par sa femme et les policiers le savent très vite. Quand il sort du 36 quai des Orfèvres,
Coluche, lui, n'a pas cette information. Les RG ont interdit qu'on la lui donne. C'est beaucoup plus tard que j'apprendrai par l'inspecteur qui s'était occupé de l'affaire qu'on leur avait donné l'ordre de ne pas se presser. Laisser planer l'histoire d'un meurtre douteux à côté de Coluche, c'était beaucoup mieux que de révéler au bout de 15 jours qu'il s'agissait d'un crime passionnel. Ah bah là, on a encombré. L'humoriste retrouve rapidement le moral. Après l'épisode du meurtre, 2 policiers en tenue sont affectés à la protection de sa maison. Un comble pour l'humoriste qui s'est toujours moqué des hommes en uniforme. Ça va, vous, ça va, ça va? C'est pas... Ouais, ça va, merci, oui, à part ça. À l'Élysée, la campagne de Coluche est suivie de près. D'autant que le comique fait mine d'avoir obtenu les 500 signatures nécessaires pour concourir à la présidentielle. 7 des quelques 35 petits candidats ont une chance, ou en tout cas affirment avoir obtenu au moins le nombre requis de promesses de signature. Coluche, 650. Les signatures n'en avaient une sur 500, donc en aucun cas on pouvait se présenter. Ironie de l'histoire, les RG qui les pillent 24 heures sur 24 n'en savaient rien. Admettons que ça soit une police politique efficace. Ça aurait été très très simple d'arrêter les frais pour eux. On était défoncés, nous, tout le temps. Il suffisait de nous choper à la sortie de chez Michel. Là, il y a les cartes de flics, donc c'est de savoir bien, ils avaient tout, quand on rentre, quand on sort, quand on part. Ils te chopent, et puis là, tu as un moyen de pression. Les renseignements généraux ont toujours préféré agir dans l'ombre. Il faut dégoûter Coluche de la politique, certes, mais sans apparaître au grand jour. Il y a quelques années, un ancien membre du groupe de direction des RG avait livré de manière anonyme ses confessions sur l'affaire Coluche. Concernant Coluche, le groupe a reçu à ce moment-là des consignes afin de lui faire réellement peur, de le menacer physiquement ou sur ses véhicules, notamment c'était motos, ou chez lui. En 1980, Claude Guéant était conseiller du ministre de l'Intérieur. Ces manœuvres utilisées contre Coluche, il admet en avoir eu connaissance. Si vous me demandez une appréciation, je vous dirais que dans la conception des RG de l'époque, ça se faisait. Je n'en dirai pas davantage. Je pense qu'il faudrait que je fasse monter à mon esprit tout d'un coup des éléments de mémoire qui sont sans doute défaillants pour beaucoup. Dans ces affaires, les hommes politiques ont souvent la mémoire sélective. Les anciens des RG, eux, des formations professionnelles obligent, se souviennent de tout. Les menaces se sont faites plus précises. La fréquence augmentait dans le but de le faire lâcher prise sur son idée totalement farfelue d'être candidat. C'est des pieds nickelés, sauf qu'ils bossent 24 heures sur 24, donc au bout d'un moment, même bêtes, ils sont efficaces. La menace la plus inquiétante que Coluche reçoit est une lettre anonyme, signée d'un mystérieux groupe, Honneur de la police. Il y avait, je me souviens, une lettre avec un petit cercueil, et il y avait marqué « Attention à la mort ». Personne n'a jamais su qui se cachait derrière cette lettre. Mais la méthode ressemble terriblement à celle des renseignements généraux de l'époque. Est-ce que le service pouvait utiliser des moyens choquants? La réponse est, il a été inventé pour cela. Coluche a cru un temps pouvoir peser dans le débat politique. Mais les intimidations à répétition ont eu raison de son ambition. Les renseignements généraux et leurs commanditaires ont gagné. Je préfère que ma candidature s'arrête parce qu'elle commence à me gonfler. Tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu, quoi. Coluche, le trublion ne dérangera plus les professionnels de la politique. Quand vous aviez ce combat, j'allais dire, de titans, entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, il n'y avait pas de place pour un autre candidat. Merci beaucoup. En coulisses, les hommes des RG travaillent surtout à la réélection du président sortant. Pour eux, le jour du vote,
Le 10 mai 1981 est un cauchemar. 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Bien avant le résultat officiel, souffle comme un vent de tempête chez les RG. Ce jour-là, l'inspecteur Alain Prissette se rend dans les studios de Cognac-Jay, le centre névralgique de la télévision publique. Le jeune policier est chargé de suivre la soirée électorale et surtout de récupérer auprès des journalistes les résultats des sondages à la sortie des urnes. Je rentre au ministère et là on allait tout de suite à la salle de presse, disons, officielle, etc., au buffet, et là il y avait quasiment plus personne. C'était le désert, parce que normalement au buffet presse, etc., il y a toujours de l'animation, etc., mais c'était quasiment désert. Christian Bonnet était ministre de l'Intérieur, et bon, là, il était noir. Hein. Monsieur François Mitterrand est élu président de la République. Au siège des renseignements généraux, depuis longtemps lié à la droite, c'est la consternation. Les socialistes avaient pour but de supprimer les renseignements généraux. Donc en 1981, quand ils arrivent au pouvoir, on peut estimer qu'ils vont créer le véritable Big Bang du renseignement. Et là, ça a été la grande lessiveuse au niveau des patrons, etc. Tout a changé. Du jour au lendemain, les héros d'hier deviennent des parias. Le commissaire Pochon, celui qui avait supervisé l'arrestation du groupe Action Directe quelques mois plus tôt, est l'un des premiers à en faire les frais. On m'a mis dans ma section des gens, sans que je puisse donner mon avis de patron, et qui étaient là souvent me surveiller. À l'époque, on appelait ça des commissaires politiques. Je crois que M. Gaston Defferre... Après plus de 30 ans dans l'opposition, le nouveau ministre de l'Intérieur est d'un naturel méfiant face à tous ceux qui lui rappellent les années Giscard. M. Gaston Defferre. Voilà, vous prenez l'oreillette et il vous parle. Je vais l'écouter avec d'autant plus d'intérêt que dans le passé, je l'ai écouté dans des conditions bien différentes. Bonsoir. Oui, vous n'étiez pas ministre de l'Intérieur. Non, vous étiez toujours vous étiez déjà à la télévision et vous étiez en général assez aimable avec les gens du pouvoir. Je ne vous demande pas de l'être avec moi, mais je vous demande simplement de faire votre métier de journaliste. Je voudrais vous donner la réponse à la question que vous posiez tout à l'heure. Pourquoi on ne vous avait pas vu tout à l'heure? Certains journalistes en prennent pour leur grade. Moi, ça n'est jamais arrivé. Alors, je ne sais pas pourquoi les caméras se détraquent quand un homme de gauche est là. Peut-être que n'ont pas de visage assez sympathique. Il n'y a pas de caméra socialiste ou de caméra de l'ancienne majorité. Les caméras, c'est comme toutes les machines, ça fonctionne suivant la façon dont on les utilise. Non. Elles tombent parfois en panne. Claude Sérillon. Maintenant, nous voilà majoritaires. Peut-être que les caméras tomberont moins souvent en panne. Pour nous. D'accord, vous saurez leur parler peut-être, monsieur Defferre. Oui, mais je parle toujours très gentiment avec le sourire, vous voyez, même aux hommes qui nous ont parfois un peu malmenés. Oh non, Claude de Sérillon, la question. Oui. Gaston Defferre, le nouveau ministre de l'Intérieur, n'a confiance en personne, surtout pas en ses propres services, et il ne s'en cache pas. Mais l'habileté des RG, rompue à toutes les ficelles de la manipulation, va faire merveille. Gaston Defferre arrive au ministère de l'Intérieur. Première chose qu'il a voulu faire, c'est de voir quelle était sa fiche. Sa première préoccupation, c'est de savoir ce que les services de renseignement avaient sur lui. Il a été déçu parce qu'effectivement, sur sa fiche, il n'y avait rien. C'était sa vraie fiche? C'était sa fiche. C'était sa fiche. Dans son dossier, pas une fiche, c'est un dossier individuel, puisque les personnalités avaient des dossiers individuels, puisque la carrière de Defferre. Et donc on l'avait expurgé un petit peu, pour faire disparaître certaines choses. Voilà, ça je m'en souviens encore, c'était assez drôle. Gaston Defferre est rassuré. De son côté, le service de renseignement le comprend. Il va devoir s'habituer à cette nouvelle majorité. Le service va travailler pour la gauche, parce que c'est le pouvoir. Les socialistes, comme leurs prédécesseurs, ont eux aussi besoin d'une police politique. Les méthodes des RG, elles, en revanche, vont changer. Au milieu des années 80, un centre de formation leur est dédié.
C'est un ancien cadre de la section politique qui le met en place, avec l'aval de son ministre, Pierre Joxe. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà des micros dissimulés, miniaturisés, dans des stylos dictaphones, des clés USB. C'est impressionnant. Ça laisse rêveur. Les montres qui prennent des photos, on est dans le domaine de l'espionnage, là. On n'est pas dans le domaine des renseignements généraux. Le commissaire Guilaine ne se vit pas comme un espion de cinéma. Il veut que ces hommes travaillent à visage découvert, au contact avec la population. Pour connaître l'opinion publique, on n'a pas besoin de micro, on n'a pas besoin de caméra, on a besoin de son bon sens, de sa culture, de se présenter à la personne. Et puis quand le lien de confiance est établi, elle vous dit ce qu'elle pense. L'essentiel de la formation dispensée par le commissaire Guilaine est détaillé noir sur blanc dans ce document inédit. Il porte notamment sur ce que l'on appelle le renseignement en milieu ouvert, qui devient la grande spécialité du service. On n'a pas idée de ce que l'on peut récolter dans des conversations à visage découvert, dans l'écoute simplement dans un café, dans des lieux publics. C'est absolument extraordinaire. La récolte d'informations à portée de main, c'est la grande spécialité des RG. Ce n'est pas par hasard qu'on les surnomme les grandes oreilles. Ils n'ont pas leur pareil pour faire parler monsieur et madame tout le monde. Tout le monde nous intéresse. Effectivement, les concierges savent beaucoup de choses. Tous les jours, elles voient des choses. Donc, ce sont des personnes qu'il est intéressant de connaître. Oui, le facteur aussi, oui. Rien de mieux qu'un facteur pour vérifier l'adresse. L'une des autres missions des renseignements généraux, c'est de capter l'air du temps, de savoir ce que pensent les Français. Pour cela, ils réalisent des sondages d'opinion secrets pour le compte exclusif du gouvernement. Une pratique qu'a bien connue ce commissaire, en poste en province dans les années 80. On faisait des sondages à la demande du pouvoir, sur des sujets qui intéressaient le pouvoir. En général, les gouvernements voulaient savoir quel était l'état de l'opinion par rapport aux élections ou par rapport à des sujets. La liste des thèmes qui préoccupent les dirigeants du pays est inépuisable. Par exemple, que pensent les gens d'une mesure que nous allons adopter bientôt qui consistera à ramener l'excès de vitesse à 80 km/h. À l'époque où fonctionnaient les renseignements généraux, avant même de prendre cette décision, le service était capable, avec des échantillons très importants, beaucoup plus importants que ceux des instituts de sondage privés d'aujourd'hui, d'éclairer le gouvernement et de lui dire, vous savez, cette décision-là, elle passe très mal. Quand ils s'improvisent sondeurs, les policiers prennent soin de le faire incognito. Les fonctionnaires des renseignements généraux faisaient des sondages sous une fausse identité. Sous une fausse qualité, plutôt qu'identité. Sous une fausse qualité. Les renseignements généraux ont fondé un vrai faux institut de sondage. Dans les années 80, pour appréhender l'opinion, le commandant Godard s'est souvent fait passer pour un employé de cette société fictive. On le faisait sous couvert d'un organisme qui s'appelait l'OCSS, l'organisation de sondage, voilà, qui était une couverture. Hein. Et l'OCSS, c'était les RG? C'était les RG. On nous donnait, pour la circonstance, pour la journée, une carte, avec l'OCSS, avec une photo. C'était tout à fait honorable. Mais faire du porte-à-porte est souvent vécu comme une corvée par ces messieurs des RG. Une des tâches des chefs de service, c'est de veiller à ce que certains paresseux, profitant de leur bonne connaissance du tissu social, ne fassent pas en sorte, sur un coin de table, de faire le sondage eux-mêmes, ce qui est une faute. C'est vrai que c'est arrivé. On répondait nous-mêmes aux questionnaires. Bon, on n'est pas obligé d'aller courir les cages d'escalier pour essayer d'interroger telle ou telle personne. On gagne du temps, et puis on peut aller au café, on peut boire un coup. Voilà, ça.
Dans le landerneau politique, ces sondages clandestins laissent d'ailleurs parfois perplexes. Daniel Vaillant en a fait à l'époque l'amère expérience. En 1983, il soutient Lionel Jospin dans la course à la mairie du 18e arrondissement de Paris. Ce n'était pas aux policiers des RG de compter sur une nappe de bistrot les tendances, d'autant qu'ils se trompaient toujours. Un jour, le préfet de Paris appelle Lionel Jospin, j'étais à ses côtés comme suppléant, à la Goutte d'Or, dans notre permanence, et le préfet lui dit « Monsieur le premier secrétaire, vous serez élu maire du 18e. » C'était en 83. Jospin lui dit « Mais je ne vois pas trop comment vous pouvez le dire. » « Ah, ben écoutez, moi j'ai mes études et tout ça, mais je ne peux pas vous dire si ce sera au premier tour ou au second. » Lionel Jospin, le numéro 1 du Parti socialiste, est opposé à Alain Juppé, le protégé de Jacques Chirac. Gonflé à bloc par le sondage des renseignements généraux, Jospin se voit déjà dans le fauteuil de maire. Monsieur Alain Juppé veut tomber Lionel Jospin, qu'il essaye. Et on a été tapé par la liste Juppé dès le premier tour. Même s'ils ne sont pas toujours très fiables, les sondages DRG sont un atout dans le poker menteur que se livrent les politiques. De droite comme de gauche, tous les ministres de l'Intérieur les utilisent et en jouent. Charles Pasqua, quelques années plus tard, dans son style inimitable, s'en amuse devant les journalistes. On parle beaucoup dans les journaux de sondages de renseignements généraux. Est-ce que ces sondages existent? Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ces sondages sont réservés à l'information du gouvernement et du président de la République. Vous ne confirmerez pas, par exemple, qui donne Chirac gagnant? Ça permettait au pouvoir en place d'avoir un jeu meilleur que celui de son adversaire, de pouvoir mieux se positionner. Sonder les Français pour fausser les stratégies politiques de l'opposition est une chose. Mais pour garder le pouvoir, rien de tel que de connaître les secrets inavouables de ses adversaires. Les RG les consignent dans ce que l'on appelle des notes blanches. À la fin des années 80, le commissaire Besson, nommé directeur de cabinet du patron des RG, en lit tous les jours. Une note blanche, c'est une feuille de papier blanc. C'est pour ça qu'on l'appelle une note blanche, sur laquelle il n'y a pas, en théorie, de signe ou de logo qui puisse attribuer l'origine de cette note à une administration ou à un service. Les notes blanches s'apparentent à des lettres anonymes, mais qui émaneraient d'un service de police. Aux renseignements généraux, les armoires en sont pleines. Elles ciblent plus particulièrement les personnalités en vue, comme Charles Pasqua par exemple. Si les renseignements généraux n'avaient pas un dossier intitulé Charles Pasqua, ce n'était pas la peine d'avoir un service des renseignements généraux. Dans le dossier de Charles Pasqua, ils sont nombreux à y avoir rédigé des notes blanches, comme celle-ci par exemple. Elle date des années 70, bien avant qu'il ne devienne ministre. Elle relate au conditionnel les soupçons qui pèsent sur lui. Monsieur Pasqua, qui dispose d'un chauffeur et de garde du corps, mènerait un train de vie que ne justifie pas ses ressources personnelles. Bertrand Landrieux était l'un de ses proches collaborateurs. Il n'avait jamais eu connaissance de cette note. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une fiche blanche. Donc mènerait un train de vie qui ne justifie pas ses ressources personnelles. C'est de la littérature policière, quoi. Au conditionnel, avec des si, avec des... On n'a pas de preuves, mais on suggère que Charles Pasqua pourrait bien donc avoir quelques activités illicites. Les notes blanches n'ont en fait qu'une seule fonction: faire courir les rumeurs, saper les réputations si nécessaire.
il est certain que des carrières, des appréciations ont été molestées par ces notes blanches et par le contenu de ces notes blanches, parce que c'était les responsables politiques de l'époque qui décidaient de leur porter crédit. Un jour, un directeur d'un service du ministère de l'Intérieur me dit « Monsieur Pierrat, est-ce que vous pouvez me faire une note blanche sur ce sujet ?» Et je lui dis « Monsieur le directeur, si vous voulez une note blanche, vous prenez une feuille de papier blanc, vous la mettez dans votre machine et vous frappez ce que vous voulez frapper. » Aucune source n'est indiquée, aucun signataire n'est indiqué, et on dit Monsieur Tartampion a fait telle chose, tel jour, etc. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Personne n'en sait rien. Mais comme c'est une note blanche des renseignements généraux, on dit ça, c'est formidable. Ça, c'est une information de première main. Ça ouvre la porte à toutes les dérives. L'utilisation de ces notes blanches a parfois fait tourner les têtes de certains responsables des RG. En 1992, un nouveau patron prend la tête du service. Il s'appelle Yves Bertrand. Pur produit de la maison, c'est un adepte des techniques à l'ancienne et par-dessus tout, des notes blanches. Alors là, il en usait, il en abusait, il en écrivait lui-même, il en commandait, il en distribuait. Et puis, certaines, il les conservait par devers lui. Comme autant, comme il disait, je me réserve un droit de tirage. Ça voulait dire, je me réserve le droit de divulguer ces notes, plus ou moins approximatives, le jour où ça me semblera utile à les garder dans son coffre. Installé au dernier étage dans les bureaux des RG, Yves Bertrand excelle à recueillir les potins du tout Paris. Pour les gens du 4e étage, le couloir de la mort, comme on disait, où il ne fallait pas rester plus d'une minute, sinon on se voyait hériter d'un dossier, c'était Trambert, ou le boss, ou le vieux, c'était affectueux. Il fallait le voir derrière les portes capitonnées de son immense bureau, recevoir ses visiteurs autour d'un whisky ou d'un café ou parfois d'une tisane. Il recueillait les confidences des uns et des autres avec une espèce de délectation. Et puis, avec là, le roublard, des questions enveloppantes, etc. Bon, il y avait tout. Le personnage, effectivement, on avait envie de discuter. Allez, top là. Pour Yves Bertrand, ces notes sont surtout un outil précieux pour plaire au pouvoir. Exactement, Yves Bertrand avait cette prescience, il connaissait très bien la classe politique, il connaissait très bien le travail du ministre de l'Intérieur, il savait quelle information, à quel moment il devait donner au ministre pour se faire bien voir. Il sait ce qui va intéresser le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président de la République. Son objectif, c'est ça, c'est d'intéresser C'est d'intéresser, de donner des renseignements qui vont intéresser le pouvoir en place. Le nouveau patron des RG soigne sa popularité dans les palais nationaux. Mais l'une de ses petites manies commence à faire jaser. C'était un homme qui avait toujours un carnet à la main. C'était une façon pour lui d'enregistrer tout ce qu'on lui disait et tout ce qu'on lui demandait éventuellement de faire. Il consigne tout sur des petits carnets à spirale. Des blocs-notes réglementaires fournis par l'administration à ses fonctionnaires. Des carnets qui vont achever de ternir l'image des RG et apporter la preuve que le service agissait parfois comme une vulgaire officine spécialisée dans les opérations de manipulation. Ces carnets-là, ils montrent en quelque sorte le côté noir de l'âme d'Yves Bertrand et de sa conception de ce qu'était sa mission à la tête des renseignements généraux. On trouve dans ces carnets toute sa vie privée comme publique. On peut trouver je dois acheter mon beefsteak, la pitance des chats, beaucoup de comptes personnels, d'études de comptes, etc. Et entre ça, des annotations qui démontrent des coups tordus. Ces carnets nous éclairent aujourd'hui sur les agissements du service au début des années 90, alors qu'en France éclate une vague de scandales politico-financiers.
Jean-Christophe Mitterrand, le fils de l'ancien président de la République, ainsi que l'écrivain Paul Louis. Les anciens dirigeants du Crédit Lyonnais, dont l'ancien président Jean-Yves Aberer, pourraient être poursuivis en justice. L'actuel PDG de la SNCF, Loïc Lefauve-Prigent, a passé... Un dernier mot de justice pour vous dire que le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé aujourd'hui, il a été reproché aux magistrats anticorruption d'avoir informé Bernard Tapie des déclarations d'un suspect. À l'époque, la commissaire Henry dirige le bureau que les renseignements généraux ont installé dans le quartier de la Défense, le cœur économique du pays. Voilà, ça doit être par là. Je crois que c'est un peu plus loin, il me semble. Je reconnais. Je suis perdue. Ça doit être là. Un petit QG discret, très discret. C'était là, il n'y a pas de doute. Ça a disparu, là. Sa mission est de garder à l'œil le monde des affaires et d'identifier tout ce que ces tours comptent d'affairistes, de fraudeurs et d'aigrefins. L'un de ses contacts me parle de marchés publics truqués. Donc, évidemment, je tends l'oreille et j'en parle à Yves Bertrand. Et Yves Bertrand est intéressé. Et il a commencé, dès ce moment-là, grâce notamment à sa collaboratrice, Brigitte Henry, à vraiment mettre le focus sur ces affaires financières dont on sait l'importance qu'elles vont avoir dans les alternances et dans la vie politique française dans toutes ces années. Jacques Chirac, le chef de l'État élu en 1995, est cité dans 7 scandales politico-financiers différents. Il y en a un qui le préoccupe particulièrement, l'affaire dite des HLM de Paris, la ville qu'il a dirigée pendant 18 ans. Le marché public aurait été truqué, une dizaine de millions d'euros versés en dessous de table. Pour avoir des marchés, il fallait, comme on disait de façon pas très jolie à l'époque, cracher au bassinet, c'est-à-dire que n'avaient des marchés que les sociétés qui payaient des commissions occultes. Depuis plus de 2 ans, depuis le début de l'instruction d'un dossier réputé brûlant, contre vents et marées, le magistrat assemble un authentique puzzle. Éric Alphen est l'un des juges anticorruption les plus en vue du moment. C'est à lui qu'il revient d'instruire ce dossier pour le moins sensible. Et évidemment, c'était au préjudice du citoyen qui habitait dans un HLM et qu'au lieu d'avoir 3 couches de peinture, n'aurait que 2, qui au lieu d'avoir des ascenseurs révisés, n'aurait pas de révision des ascenseurs, parce qu'il faut bien que quelqu'un, au final, paye la note. Quand les scandales financiers concernent le pouvoir lui-même, évidemment, tout est bon à savoir. La commissaire Brigitte Henry, forte de ses compétences acquises dans le quartier de la Défense, est la personne idéale pour travailler sur cette affaire. La commissaire, très bien informée, elle produit de nombreuses notes blanches, ces rapports sans en-tête ni signature qui sont la marque de fabrique des RG. La commissaire n'a pas la même mission que le juge Alphen, loin s'en faut. Son objectif n'est pas de confondre les coupables, mais de les protéger. Le but, c'est de dire au pouvoir politique, attention, il s'agit de prendre des dispositions avant que cette affaire n'éclate médiatiquement. Les renseignements généraux ont été utilisés pour anticiper le travail des juges et parfois pour lui faire obstruction. L'affaire prend une drôle de tournure lorsqu'une série de lettres anonymes vont révéler au juge Alphen le véritable rôle des renseignements généraux dans ce dossier. Celui qu'on a appelé le Corbeau, qui m'a fait parvenir un certain nombre de notes. Ce Corbeau m'envoyait des petites notes, parfois ironiques, parfois humoristiques, parfois éventuellement inquiétantes, en disant « vous avez convoqué telle personne, vous avez fait telle investigation ». Et il me joignait donc une note qui ressemblait énormément aux notes blanches. D'après le Corbeau, donc, les RG mèneraient une enquête parallèle sur les investigations du juge. Éric Alphen va en avoir le cœur net. Il convoque la commissaire Brigitte Henry. Il m'a demandé à plusieurs reprises que je lui apporte mes notes blanches. Je lui ai dit je ne les ai pas, je ne les ai plus. À partir du moment où je les transmets, je n'ai plus ces notes blanches. Et donc il y a eu un bras de fer entre les RG et la justice. Et donc il m'a convoqué, il a convoqué le directeur central.
Lorsque le juge Alphen m'a convoqué, je me suis aussitôt rendu à sa convocation. Je leur ai demandé, est-ce que les notes blanches que m'a envoyées le Corbeau, ce sont des notes que vous avez rédigées, des notes de votre service ou pas? Et c'est là que je me suis heurté à un mur. J'ai répondu à toutes les questions. Je n'ai pas le sentiment d'avoir fait une entrave à la justice. La réponse officielle, ça a été « ce ne sont pas nos notes ». J'ajoute quand même que sur les notes figuraient parfois des petites notes manuscrites avec j'ai vu telle personne, il m'a dit ça, etc. J'avais la conviction, moi, que c'était la même écriture que celle d'Yves Bertrand. Et un jour, je montre ça à Yves Bertrand, je dis, regardez, c'est la même écriture. Il me dit, mais moi, je n'écris jamais au feutre, j'écris toujours à l'encre. Sur ce, je trouve une lettre qu'il m'avait envoyée à moi, qu'il avait écrite au feutre et non pas à l'encre, ce qui faisait que son argument s'écroulait. Le juge n'est pas dupe des mensonges d'Yves Bertrand. Mais les renseignements généraux n'ont pas de compte à lui rendre. Le service de renseignement, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec, avant, pendant ou après la justice. C'est le propre d'un service de renseignement. Il n'est au service que du pouvoir en place. En entravant l'instruction d'Éric Alphen sur les HLM de Paris, les renseignements généraux ont torpillé le travail du juge et protégé le locataire de l'Élysée. On a l'impression qu'il n'était pas là pour dire il ne faut plus qu'il y ait d'infraction, mais faites attention, ça se voit trop, donc il faut que vous cachiez les éventuelles preuves des malversations que vous avez pu commettre. Et là, c'est extrêmement inquiétant parce qu'on arrive vers la police politique des pays de l'Est. Je trouve ça hallucinant, quoi. Pour Yves Bertrand, aucun contre-pouvoir ne doit entraver la sérénité des élus. Du moins pas celui des magistrats, encore moins celui des journalistes. La presse française occupe d'ailleurs à elle seule un service de police tout entier. Le commandant Prissette en est l'un des piliers. Notre boulot, c'était toujours s'occuper un peu de la face cachée de l'information, pour savoir un peu ce qui se tramait au sein des rédactions. Alors, la presse, c'est le quatrième pouvoir. Les gens qui sont aux manettes veulent savoir qu'est-ce qui va sortir dans la grande presse. Les renseignements généraux recueillaient auprès d'amis qu'ils avaient dans la presse des informations qui leur semblaient utiles, eux-mêmes, à charge de revanche, en communiquer, qui pouvaient intéresser les journalistes, bien sûr. Vous recrutiez des informateurs parmi les journalistes? Oh, bah, en quelque sorte, oui. Informateurs, oui, on appelait ça des contacts. Hein. En PJ, c'est les indiques, les cousins, etc. Mais au RG, on disait, c'est mon contact. Oui, c'était du donnant-donnant. C'était du donnant-donnant. C'était une autre époque. Les journalistes ne sont pas les seuls à travailler sous l'œil des RG. C'est la Bible, Histoire politique des services secrets français. Un livre incontournable, ça. Dans les années 90, les maisons d'édition qui publient des livres politiques ont le droit au même traitement. De l'information au renseignement, c'est vraiment... On est au cœur de nos préoccupations, comme on dit. Il y avait un fonctionnaire qui était chargé d'avoir le livre bien avant sa sortie, de faire des fiches de lecture. On faisait des tirages d'une douzaine d'exemplaires avec des grosses photocopieuses pour approvisionner les hiérarques, comme on dit. C'est le genre de livre qu'on va s'arracher, nous. Hein. On va en faire des photocopies, là. La machine va tourner, là, comme on dit. Que ce soit pour la presse ou l'édition, les gouvernements veulent être informés avant le grand public. L'information est une arme, et en politique, elle est décisive. Pour parvenir à leur fin et amadouer journalistes et auteurs, les RG excellent dans le renvoi d'ascenseurs. Les journalistes ont toujours besoin de quelque chose. Hein. Il fallait avoir des passeports en urgence, parce qu'évidemment, ils étaient périmés. Alors, bon, on essayait d'arranger. Hein. L'autre qui avait besoin, pour sa femme de ménage, d'un permis, d'autorisation de séjour, etc. Et on essayait toujours d'arranger les... Voilà. Au cœur de ce système de séduction, il y a un petit trafic inavouable. Un de ces petits arrangements dont la République a le secret et dont les rédactions sont friandes.
Il tourne autour du pouvoir très précieux des Hergé, celui de faire sauter les contraventions. Moi, j'ai jamais mis un PV de ma vie, mais par contre, j'en ai fait sauter, je sais pas combien. Alors, il fallait téléphoner au commissariat de quartier de Paris. Et après, faire une lettre d'indulgence. Dans l'intérêt du service, faire sauter le PV, voilà. On demandait l'indulgence auprès du service verbalisateur, etc. Le plus difficile, c'est avec les gendarmes. November, Foxtrot 62, 85. C'est des militaires, hein. Alors bon, il y avait le côté difficulté de la chose, mais on y arrivait quand même. On y arrivait. Les meilleures plumes, les plus en vue, sont particulièrement choyées. Ces journalistes qui peuvent faire l'opinion sont reçus au 4e étage du ministère par Yves Bertrand, le grand patron. Les journalistes venaient souvent le voir. Ils disaient qu'ils allaient à la bibliothèque. Chercher des dossiers, chercher des notes, chercher des documents, chercher des choses toutes faites. Yves Bertrand n'a jamais fait mystère de ces échanges de bons procédés. J'avais de bons rapports avec les journalistes de tout temps. Je m'étais aperçu que les Hergé avaient besoin des journalistes et je pourrais dire que la réciprocité est également exacte. Pour vous, dans votre esprit, de lien assez serré avec des journalistes triés sur le volet, c'était dans l'intérêt même des renseignements généraux? Bien sûr que c'était l'intérêt, sinon je ne l'aurais pas fait. Le journaliste ami arrivait au bureau, on lui servait un whisky, le soir, il demandait une information, Bertrand faisait monter le fonctionnaire détenteur de l'information, c'est un ami, et hop, on balançait l'information au journaliste. Moi, je l'ai vécu puisqu'à l'époque, je préparais un livre, La Maison Pasqua, sur les frasques financières de Charles Pasqua. Et donc, tout naturellement, j'ai frappé à sa porte. Yves Bertrand ne perd jamais de vue qui il sert, à savoir le président de la République. En cette fin des années 90, il se trouve que Charles Pasqua n'est plus du tout en cours à l'Élysée. Vous êtes candidat à la présidence de la République? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Pour défendre les idées auxquelles je crois et dont je pense qu'elles ne seront défendues par personne d'autre. Les rêves de destin national de Charles Pasqua ne plaisent pas du tout à son ancien ami et nouveau concurrent, Jacques Chirac. Vous avez téléphoné à l'Élysée pour le dire? Pas encore, mais je le dirai. Avec Charles Pasqua dans la course, la présidentielle de 2002 se compliquerait sérieusement pour le chef de l'État, candidat à sa propre succession. Après avoir mis le président à l'abri de la curiosité du juge Alphen, Yves Bertrand se porte volontaire pour cette fois-ci saper la réputation de son ancien ministre de tutelle. Alors, des fiches, les blancs, les fameux blancs, sur tous les amis corses de Pasqua. J'en ai eu à foison, en voiture, voilà. Et même quand je lui soufflais un nom qui m'intéressait et qu'il n'avait rien de précis, il me disait « Mais revenez dans 15 jours, je fais faire une fiche. » Effectivement, bon. Charles Pasqua renonce finalement à se présenter à la présidentielle de 2002. Les renseignements généraux ont clairement contribué à cet abandon. Sous la direction d'Yves Bertrand, les Hergé réalisent combien leur nouvelle proximité avec les journalistes leur confère un pouvoir de nuisance colossal dans la République. Bertrand demandait quelques petits services pour esquinter un ennemi ou pour répandre une rumeur, etc. Il a fait de véritables campagnes de presse. C'est pas malsain, ça? Pas du tout, puisque vous êtes en face de moi en ce moment, donc... Oui, mais quand les journalistes venaient vous voir, c'était pas pour vous interviewer. C'était pas pour m'interviewer, oui, quelquefois oui. Et puis quelquefois, il y avait des échanges entre eux et moi. Mais les Hergé, ce sont pas des pestiférés. Cet échange de bons procédés avec les médias nourrit la légende du patron des renseignements généraux. En cette fin des années 90, le nom d'Yves Bertrand est inconnu du grand public. Mais dans les antichambres du pouvoir, son personnage inquiète. Et plus encore, ses carnets secrets. Ce qui faisait vivre Yves Bertrand, c'est pas ce qu'il y avait dans les cahiers. C'est ce que chacun pensait qu'il y avait dans les cahiers. Et donc Yves Bertrand a vécu sur une illusion extraordinaire qui était qu'il savait tout. Tout le monde est persuadé que Yves a, dans son cahier,
qu'éventuellement il va ouvrir en vous regardant. Il y a un truc sur vous. Et comme tout le monde a toujours quelque chose à cacher, plus ou moins grave, plus ou moins important, plus ou moins gênant, tout le monde se dit « Oula, c'est le patron des renseignements généraux, il sait tout ». Redouté par tout le personnel politique, le patron des renseignements généraux se pense intouchable. Il va en profiter pour constituer des dossiers sur les hommes et les femmes les plus haut placés de la République. Une stratégie qui va progressivement mener tout le service à sa perte. Créés pour lutter contre la subversion et surveiller l'opinion publique, les renseignements généraux sont devenus peu à peu l'un des services les plus sulfureux de la République. Ils ont travaillé non pas pour l'État, mais pour le pouvoir en place, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est encore plus scandaleux avec 15 ans de recul. Le service est une administration subalterne qui exécute les instructions qu'il reçoit du politique. Avec Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy à l'Élysée, les RG deviennent une sorte de joker présidentiel. Un service dont le directeur est à la disposition du chef de l'État. Tous les présidents ont nommé ou fait nommer des gens avec qui ils n'étaient pas en inimitié ou en désaccord. Ça fait partie de la logique. Mais en se détournant de l'intérêt général, les renseignements généraux se sont décrédibilisés. Ils se sont suicidés, tout seuls. Il ne fallait pas mettre le doigt dans cet engrenage qui était un engrenage extrêmement malsain. En politique, accéder au pouvoir est une chose. Réussir à l'exercer pleinement en est une autre. Surtout en période de cohabitation. Lionel Jospin en est forcément conscient lorsqu'en 1997, il arrive à Matignon après une dissolution hasardeuse de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac, le chef de l'État. Le président de la République m'a proposé de me nommer Premier ministre et j'ai accepté. Entre un président de droite et un Premier ministre de gauche, cette deuxième cohabitation s'annonce comme un bras de fer. Les socialistes le savent. Les renseignements généraux sont acquis à la cause du président Chirac. Jospin se méfiait, à juste titre, d'un coup tordu qui pourrait venir de ce type de service. Lui, en tous les cas, s'en inquiétait, son entourage et un certain nombre de ses amis proches, en tous les cas, vivaient de cette inquiétude. Dès son premier discours devant les députés, le nouveau Premier ministre souhaite poser des limites. L'action des services de sécurité intérieure exclura désormais tout renseignement sur la vie politique démocratique. Dans la République, il n'y a pas de place pour une police politique. C'était une prévention en disant « je ne souhaite pas que les RG soient au service, je dirais, d'un clan politique ». Jospin ne voulait pas de cela. Yves Bertrand, le patron des renseignements généraux, prend le discours du Premier ministre comme une déclaration de guerre. Il n'entend pas se laisser faire.
Aujourd'hui, à la retraite dans sa Bourgogne natale, le commissaire Rougelet connaît tout de la croisade anti-Jospin que vont alors mener les renseignements généraux. Ennemi intime d'Yves Bertrand, Patrick Rougelet s'est opposé à lui lorsqu'il était encore en service. Il a été le premier à se procurer les fameux carnets secrets de son ancien patron, à la faveur d'une procédure judiciaire. Le commissaire Rougelet ne se lasse pas d'en exhumer les principaux coups tordus. Il est devenu un expert dans le déchiffrage de l'écriture tourmentée d'Yves Bertrand. La cousine de Jospin, voilà. Jospin Nef, Jospin, dépression nerveuse. Eh ben, le pauvre garçon, on peut dire qu'il est surveillé. Hein. Dès 1997, alors que Lionel Jospin vient à peine d'arriver à Matignon, Yves Bertrand décide de contre-attaquer. Il va lancer plusieurs rumeurs mensongères pour déstabiliser le socialiste qu'il a défié publiquement. Et là, on voit qu'il a fait la totale. La totale. Il va enquêter sur une croisière en Méditerranée. Le voilier aurait été loué sur les fonds secrets et se serait déroulé des partouzes. Bon. Ensuite, il s'est intéressé au passé de son père, passé du père de Lionel Jospin, qu'il a accusé d'être à l'origine de la dénonciation de 40 juifs, je crois, qui auraient été déportés. Absolument faux. Absolument faux. Il s'intéresse aussi à sa première épouse qui aurait eu un emploi fictif et à sa cousine qui est kiné et selon Bertrand, elle exercerait sans diplôme. Il cherche à monter tous les dossiers possibles et imaginables contre Lionel Jospin. Absolument. Absolument. Jospin, alors Premier ministre, avait déclaré qu'il n'y aurait pas de police politique. Il était devenu d'emblée l'ennemi d'Yves Bertrand. Le patron des RG va dénicher une information gênante en enquêtant sur le passé politique du Premier ministre. Il va l'ébruiter dans la presse. Politique encore avec ce document qui semble mieux éclairer le passé trotskiste de Lionel Jospin. Jusqu'alors, Lionel Jospin avait toujours caché son passé de militant d'extrême gauche. Le problème pour Lionel Jospin, c'était qu'il avait peur que ses adversaires politiques, et notamment Jacques Chirac, se servent de cette information pour le déstabiliser. Et comme Lionel Jospin avait été très elliptique et même, je suis pudique, sur la réalité de son passé trotskiste, il avait peur que ça devienne une forme de mensonge révélé et que ça l'affaiblisse. Dans cette époque très idéologique... Sous pression, Lionel Jospin est contraint de s'expliquer. Il est vrai que dans les années 60, j'ai marqué de l'intérêt pour les idées trotskistes. Pourquoi n'en ai-je pas parlé plus tôt? Eh bien, honnêtement, mesdames et messieurs les députés, parce que je crois que ça n'intéressait personne. À quoi sert que des fonctionnaires découvrent que Jospin a appartenu à une mouvance trotskiste dans les années 60? On n'en a rien à foutre. À titre personnel, mais bon, c'est du passé. Je pense qu'il vaut mieux dire les choses tout de suite. Le coup qui est parti a fait mal à Jospin parce que ça lui donnait une espèce d'image de dissimulateur, tout le contraire de ce qu'il était. Parce que c'était l'homme droit dans les bottes, etc. Jospin. Lionel Jospin, niant son passé, s'est lui-même tiré une balle dans le pied. Il le sait d'ailleurs, c'est pas une surprise. L'épisode laisse des traces chez le socialiste. Il va même en faire un lapsus lors d'un discours officiel. Je pense à l'affirmation dans le débat public extrêmement forte et prise en compte par les travaillistes eux-mêmes et par les... Le Premier ministre en est convaincu. Ce procès en sincérité politique a été orchestré en coulisses par Yves Bertrand. Il veut maintenant limoger le patron des RG. Justement, Daniel Vaillant, fidèle parmi les fidèles, vient d'arriver au gouvernement comme ministre de l'Intérieur. Il va prendre l'initiative. J'en parle au Premier ministre en disant, écoute, voilà, je pense qu'il faut changer le directeur des renseignements généraux. Il me dit, oui, c'est normal, c'est bien. Bon. Et il en parle au président de la République, Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac ne veut rien entendre. Le président sort le grand jeu.
Je ne veux pas changer M. Bertrand, je ne connais pas. Donc là, je lui ai dit, il se fout de ma gueule. J'ai failli lui faire mon œil, Monsieur le Président. Le chef de l'État sauve donc la tête d'Yves Bertrand. Le numéro 1 du renseignement est désormais un visiteur régulier, fréquemment reçu au château. Il s'adresse directement à l'homme de confiance du président, Dominique de Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée. Dominique de Villepin a toujours été intéressé par les affaires de police. C'est pour ça peut-être qu'avec Yves Bertrand, des liens de plus en plus étroits se sont noués. C'est sûr qu'il a confiance en Dominique de Villepin. Bertrand m'en parle toujours avec respect et confiance. Yves Bertrand et Dominique de Villepin se rencontrent la plupart du temps en secret. Ils auraient formé le noyau dur de ce que l'on a appelé le cabinet noir de l'Élysée. Un petit groupe de chiraciens chargé de neutraliser tous ceux qui pourraient s'opposer au président et à sa future réélection. Yves Bertrand a choisi son camp. En 2001-2002, il voit 30 fois Villepin à l'Élysée. Villepin est secrétaire général. Et là, il prépare des coups tordus de toutes sortes pour faciliter l'élection de Chirac. Dominique de Villepin avait, je le savais, parce qu'il ne m'en parlait pas, mais tous savaient, des contacts avec Yves Bertrand. Bon, bah voilà, c'était la façon qu'il avait de gérer ses affaires. Je parle de Dominique de Villepin. Bertrand Landrieux est l'un des plus anciens collaborateurs de Jacques Chirac. Après avoir débuté sa carrière aux côtés de son mentor dans les années 70 en Corrèze, la terre d'élection du futur chef de l'État, ce haut fonctionnaire l'a ensuite suivi partout, jusqu'à l'Élysée. Ce qui a été appelé le cabinet noir de l'Élysée, c'était quelques gens autour de Dominique de Villepin, dont votre serviteur. En général, on travaille mieux, enfin moi c'est ma conception, on travaille mieux à plusieurs que tout seul. Dominique de Villepin, lui, a toujours formellement nié l'existence d'une telle officine à la présidence de la République. Il n'y a jamais eu de cabinet noir à l'Élysée, sous Jacques Chirac. Jamais. La garde rapprochée de Jacques Chirac est pourtant à l'ouvrage dès le début de la campagne présidentielle de 2002. Elle est solidement épaulée par Yves Bertrand, déterminé à tout faire pour que Jacques Chirac soit réélu. Pour lui, il y avait une vraie inquiétude que Lionel Jospin gagne la présidentielle, parce qu'il savait qu'il était sur un siège éjectable et qu'il allait être mis à l'écart. Et c'était toute sa vie, les renseignements généraux. Il n'avait pas d'autre vie. Voilà. C'est fonctionnaire à l'ancienne qui arrivait à 6 h du matin, qui travaillait 7 jours sur 7. Plusieurs mois avant la présidentielle, Yves Bertrand va lancer une nouvelle rumeur pour tenter de déstabiliser le Premier ministre. Car Lionel Jospin apparaît comme un adversaire particulièrement dangereux pour le président Chirac. Ce matin, l'hebdomadaire L'Express révélait qu'une enquête préliminaire est ouverte sur les conditions d'achat par le couple Jospin de cette maison sur l'île de Ré. L'histoire de la maison de l'île de Ré, ça a alimenté pas mal de semaines la campagne électorale. Ouais. Yves Bertrand a monté le dossier de toutes pièces. Les carnets sont très précieux parce que c'est le témoignage direct de Bertrand sur ses propres turpitudes, sur ses propres coups tordus. C'est incontournable. Ici, par exemple, le directeur des RG pense avoir trouvé un témoin à charge. Il note « Le maire du village d'Ars-en-Ré est prêt à parler ». Yves Bertrand, il distillait le venin, vrai, faux, peu importe, la rumeur. Bon, Jospin, c'est pas clair comment il a acheté sa maison à l'île de Ré, c'est un dissimulateur. Affaire classée sans suite pour la maison de Lionel Jospin sur l'île de Ré. Le procureur de la République a estimé qu'il n'y avait aucune irrégularité dans la vente et que la valeur du bien correspondait bien à celle du marché. L'histoire de l'île de Ré s'avère complètement fausse. Le Premier ministre sait maintenant que la présidentielle est un combat. Forcément,
avec le traitement que vous m'avez fait subir pour arriver jusqu'à la tribune, mon costume est un peu fripé. Mais mon esprit et ma volonté ne le sont pas. Sauf que pour Yves Bertrand, pchit, c'est pas rien. C'est-à-dire que de toute façon, il reste toujours quelque chose de la rumeur. Au fond, Yves Bertrand a été le premier à inventer la fake news. Fake news qui maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., sont partout, sont mondialisés. À l'époque, c'était un réseau social à lui tout seul. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. L'élimination de Lionel Jospin au premier tour de l'élection présidentielle permet à Jacques Chirac d'être facilement réélu pour un second mandat. L'histoire attribue la défaite du socialiste à l'éparpillement des votes et au trop-plein de petits candidats à gauche. Mais l'intéressé reste persuadé que les manœuvres occultes d'Yves Bertrand ont aussi joué un rôle. L'alternative est assez simple. Ou bien ce fonctionnaire sans scrupules, malveillant, a agi seul, ou bien alors il a été encouragé à procéder ainsi. Et tous ces rendez-vous avec M. de Villepin introduisent ce soupçon. Et alors, ceux qui l'ont encouragé sont coupables de ce que j'ai appelé un scandale d'État. En 2002, le numéro 1 des renseignements généraux est en poste depuis 10 ans. Il règne en maître dans les coulisses de la vie politique française. Et avec Jacques Chirac réélu à l'Élysée, il n'est jamais apparu aussi incontournable. Il ne faut pas durer trop longtemps à la tête de ces services. Sinon, il va se créer inévitablement des liens, des amitiés avec des gens qui ont un vrai pouvoir financier, économique ou politique. Et à ce moment-là, insensiblement, ces liens et ces amitiés vont faire en sorte que l'intérêt public risque de passer au second plan. Un directeur d'un service de renseignement, au bout de 4-5 ans, il doit partir. L'homme fort du renseignement passe l'essentiel de son temps à monter des dossiers. Le commissaire Bertrand, c'était la vieille école. La vieille école, c'est de savoir tout sur tout le monde. Voilà. Donc d'avoir une fiche sur chacun et de pouvoir, je dirais, non pas faire chanter, mais en tous les cas, connaître son personnel, entre guillemets. Au sein de la structure, il existe une structure de coups tordus. Moi, j'avais baptisé ça une SARL de boules puantes. Eh bien, M. Bertrand était le chef d'une petite entreprise, d'une moyenne entreprise de fabrique de boules puantes. Coucheries réelles ou supposées, addictions diverses et variées, perversions en tout genre. L'homme fort des renseignements généraux note scrupuleusement toutes les rumeurs, même les plus sordides, qui circulent dans Paris. Jean-Luc Mélenchon, Bernard Kouchner, Dominique Strauss-Kahn, François Bayrou, Elisabeth Guigou, Michel Alliot-Marie. Ce sont quelques-uns des noms qui apparaissent dans les carnets d'Yves Bertrand. Il pensait que ça faisait partie de la vie politique. Qui couche avec qui? Oh, éventuellement, mais enfin, éventuellement. Il pensait que ça faisait partie de la vie politique. C'est purement et simplement abject. C'est cru, c'est quelque part malsain. Voilà, c'est malsain. Les irruptions du service de renseignement dans l'intimité des hommes et des femmes de la classe politique française? Yves Bertrand s'en est expliqué, en faisant mine de ne pas voir le problème. Quand je dis qui couche avec qui, ça peut être une manière de fragiliser quelqu'un. C'était dans cet esprit-là. J'étais dans le cadre de ma mission. Même si certains s'en offusquent aujourd'hui ou s'en sont offusqués hier, c'était du renseignement incontournable dont étaient friands ces hommes politiques. Qu'est-ce qui était le plus intéressant, le plus croustillant pour le ministre? Le secret d'alcôve. Qui couchait avec qui? Comment? Dans quel endroit? Les perversions sexuelles.
Les renseignements généraux faisaient l'état de tout ce qui s'était passé la nuit, notamment à Paris, à la fois en termes de contestation sociale, mais en termes de vie nocturne, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il y avait des ministres de l'Intérieur qui étaient très friands de ces choses-là, et qui d'ailleurs, après, dans les dîners en ville, parfois révélaient quelques confidences qu'ils n'auraient pas dû faire, parce qu'ils avaient lu les notes des renseignements généraux qui étaient assez pertinents sur ces questions-là. Sur ces questions de vie privée. De vie privée, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez bien compris. Ça mettait à mal le petit copain politique, ça pouvait permettre à celui qui entendait l'information de glisser dans l'oreille de son petit copain, tu sais, on sait ça. Alors mets-la un peu en sourdine quand tu vas à l'Assemblée. Ça permettait éventuellement, dans un vote un peu serré, de faire en sorte qu'il oublie de venir, qu'il se trompe de bulletin ou qu'il se réfugie dans une ardente abstention. C'était un instrument de pression potentielle. Je sais, je peux dire, qu'est-ce que tu fais pour que je ne le dise pas ? La vie privée des élus est un sujet auquel tous les hommes des renseignements généraux ont un jour été confrontés. Savoir qu'un tel couche avec un tel, quel est le RG, ça m'est arrivé. À qui l'on n'est pas venu dire, vous savez, celui-là, il fait des partouzes, ça va mal finir pour lui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai noté qui m'avait dit ça, quand il me l'avait dit, et j'ai essayé de comprendre pourquoi il me l'avait dit. Si, un mois, une semaine, quelques jours après, je retombais sur cette information, si je voyais que l'on allait s'acheminer vers un scandale public et que ça concernait une personne en renom, alors là, je prenais le préfet. Vous allez avoir un scandale dans le département, ou il va y avoir un scandale national. Yves Bertrand, lui, ne prend pas de telles précautions lorsqu'il s'intéresse à la vie privée du personnel politique. Surtout si cela lui permet de partir à l'assaut du nouvel ennemi politique du président Chirac, Nicolas Sarkozy. L'homme pressé de la droite, celui qui en 1995 avait délaissé Jacques Chirac pour faire campagne derrière Édouard Balladur, vient d'arriver au ministère de l'Intérieur. Là, on peut dire que tout a basculé. Et avec Sarkozy, ça a été un peu le début de la fin. Car Nicolas Sarkozy se pose d'emblée comme un successeur du président Chirac qu'il critique ouvertement. Il devient donc un adversaire d'Yves Bertrand. Une nouvelle fois, le directeur des RG passe à l'offensive. Elle est là, ma femme? Elle est sortie. Ah, vous voulez vite venir? Le premier angle d'attaque d'Yves Bertrand est celui qu'il a identifié comme une faille dans la cuirasse de Nicolas Sarkozy. Il s'agit de son épouse et conseillère, Cécilia. Cécilia a eu un rôle important, mais elle avait beaucoup aussi un rôle de protection. Moi, je me souviens, quand il était ministre de l'Intérieur, tout passait par elle. C'était quelqu'un qui protégeait beaucoup. Elle suivait partout Sarkozy. Elle allait choisir ses costumes avec lui. Tout est passé par elle. Je respecte beaucoup. D'ailleurs, je ne peux pas faire autrement. Le métier qui est le vôtre. Yves Bertrand enquête sur le passé de Cécilia Sarkozy. Dans ses carnets secrets, il note « Jeune, c'était une fêtarde ». Je vais vous citer une anecdote. À un moment donné, il faisait courir le bruit que Cécilia Sarkozy avait été une call-girl et il faisait passer une photo. Et très vite, les gens se sont rendus compte que ça n'avait rien à voir avec Cécilia. Et quand on est venu lui dire « Non mais attendez, c'est pas Cécilia Sarkozy et tout », il a regardé l'intervenant et il a dit hein, « Pourtant, on aurait pu jurer. Hein. » Voilà. Voilà quelle était la technique. C'est-à-dire que ça procédait du vieux truc, médiser, il en restera toujours quelque chose. Alors ça, c'était un grand adepte. Le responsable des RG a toujours pensé que son rôle de propagateur de fausses informations resterait inconnu du grand public. Des années plus tard, à l'heure de la retraite, il en parlait un peu comme s'il n'était pas concerné. Une rumeur, il y a toujours une signification. Quand on fait courir une rumeur sur quelqu'un, ça veut dire qu'on veut, il y a une arrière-pensée. On veut le déstabiliser ou on veut faire autre chose. Yves Bertrand fait tout pour compliquer l'ascension politique de Nicolas Sarkozy.
il tente de ressortir un vieux dossier sur son nouveau ministre de tutelle. Quelques années plus tôt, les RG avaient en effet enquêté sur Nicolas Sarkozy. Un travail pour le moins approximatif. Les hommes du renseignement ne connaissaient même pas l'orthographe exacte de son nom. À l'époque, les policiers étaient à la recherche de malversations financières. Aller chercher le délit financier ou la compromission financière, c'est ce qu'il y avait de plus sûr pour effondrer un adversaire. Je vous rappelle l'affaire Fillon, c'est quelque chose qui ne passe plus. C'est l'arme fatale. Ah oui. Et ça, Bertrand l'avait bien compris. Parce que le sexe, ça commençait à plus intéresser, ou alors il fallait que ce soit avec des petits garçons ou des petites filles. Les RG n'auront pas le temps d'approfondir l'enquête commencée quelques années plus tôt sur la fortune réelle ou supposée du ministre de l'Intérieur. Rapidement, Nicolas Sarkozy est informé de ce qui se trame dans son dos. Ce qui peut expliquer qu'il se méfie des renseignements généraux. Ben, on le comprend. On le comprend. Entre le numéro 1 des RG et son ministre de tutelle, les relations sont exécrables. Yves Bertrand me racontait parfois ses entrevues avec Nicolas Sarkozy, qui étaient extrêmement houleuses, quoi, qui étaient voire à la limite de la correction. Hein. Il l'insultait, hein, carrément, ne mâchant pas ses mots pour dire à Yves Bertrand qu'il pouvait pas le voir en peinture, et puis en l'accusant de fomenter des coups tordus contre lui. J'étais dans le bureau d'Yves Bertrand un jour où Nicolas Sarkozy lui a passé une avoinée, si vous me passez le terme, pour une affaire qui, semble-t-il, l'avait mise hors de lui. Et Yves Bertrand était obligé de tenir son téléphone assez loin, ce qui fait que j'entendais la voix, j'entendais pas ce qu'il disait, mais j'entendais la voix du ministre qui lui parlait. Yves Bertrand, à un moment, lui a même dit « Monsieur le ministre, calmez-vous », il n'arrivait pas à lui répondre. Non, les deux hommes ne s'aimaient pas, c'est exact. Yves Bertrand ne le sait pas encore, mais celui qui va le pousser dehors est déjà dans la place. Il s'appelle Bernard Squarcini. C'est le numéro 2 des renseignements généraux depuis presque 10 ans. L'homme va réussir à se faire bien voir par Nicolas Sarkozy à l'occasion de l'arrestation d'Ivan Colonna. Arrêter le meurtrier du préfet Erignac abattu 4 ans plus tôt en Corse était une priorité pour Nicolas Sarkozy. Et ce, dès le premier jour de son arrivée place Beauvau. Très vite, Nicolas Sarkozy reçoit Madame Erignac et ses enfants et leur dit « Écoutez, vraiment, nous allons mettre le paquet, c'est un devoir de la République que d'interpeller Ivan Colonna. » Il va créer une petite équipe sous l'autorité de Claude Guéant, mais en revanche, Yves Bertrand va être tenu totalement à l'écart. Dans cette cellule de recherche, c'est Bernard Squarcini qui représente les renseignements généraux. L'homme est un spécialiste du terrorisme corse. Un policier d'élite qui navigue dans les milieux indépendantistes avec l'aisance d'un pêcheur de haute mer. Les RG travaillent, je dirais, à la méthode d'un chalut. Donc ça jette des filets, ça ramène, ça trie, gros poisson, petits poissons, puis ensuite, s'il faut finir au harpon, ben on finit au harpon. Bernard Squarcini, qui est corse comme son nom l'indique, qui a servi en Corse, qui connaît très bien les nationalistes corses, est extrêmement précieux à Nicolas Sarkozy dans la traque d'Ivan Colonna et dans la résorption du terrorisme corse. Et donc c'est à ce moment-là que Nicolas Sarkozy considère ce policier brillant, il faut le reconnaître, avec une attention toute particulière et qu'il décide d'en faire un élément tout à fait central du dispositif sécuritaire qu'il compte mettre en œuvre. Au départ, pourtant, l'équipe basée place Beauvau enquête à l'aveugle. On a envoyé une équipe un jour dans un camp de guérilleros en Amérique latine pour récupérer un sous-vêtement censé appartenir à Ivan Colonna afin que l'on puisse faire l'analyse ADN. On est allé partout dans le monde, jusqu'à ce qu'on se convainque qu'il était en Corse et que l'on concentre les recherches sur la Corse. Lorsqu'on est fugitif en Corse, on bénéficie d'une espèce d'infrastructure qui n'est ni écrite ni structurée, qui se fait à la parole donnée. Donc, si vous voulez, la difficulté était de comprendre les liaisons clandestines et les relais.
ça ne suffit pas. Il faut encore beaucoup d'autres choses et beaucoup de travail et de la chance. Bernard Squarcini, grâce à ses contacts personnels, arrive à apporter les informations pertinentes, à suivre l'évolution de la traque d'Ivan Colonna. Et donc il permet d'accompagner la résolution de cette crise au profit de Nicolas Sarkozy, qui en a fait une grande communication personnelle. La police française vient d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin du préfet. Le ministre de l'Intérieur est aux anges. Pour Yves Bertrand, en revanche, c'est un camouflet. Yves Bertrand n'apprendra l'arrestation de Colonna que dans la presse. Bernard Squarcini l'informera après qu'il ait lu dans la presse l'arrestation de Colonna. Mesdames et messieurs, la cavale d'Yvan Colonna était une insulte à la mémoire du préfet Erignac. Force est restée à la loi. Lors de la conférence de presse du ministre, le directeur DRG est relégué au bout de la table. Même si Yvan Colonna était un symbole. Il tente de faire bonne figure, mais il sait que c'est une fin de règne. Il en nourrit beaucoup d'amertume. 6 mois plus tard, Yves Bertrand, le baron noir du renseignement, est limogé. Son règne le plus long dans l'histoire des RG aura duré 12 ans et aura considérablement abîmé l'image du service. Bernard Squarcini devient, lui, le nouvel homme fort du renseignement en France. Nicolas Sarkozy appréciait Bernard Squarcini, oui, qui était un très grand flic. Et il est devenu indispensable aux yeux de Nicolas Sarkozy. Indispensable. L'entourage du ministre de l'Intérieur ne va d'ailleurs pas résister longtemps à la tentation d'utiliser lui aussi le service à son profit personnel. C'est la malédiction des RG, celle d'être en permanence instrumentalisé par les politiques. Bonne journée. Le commandant Prissette est en première ligne. Sa hiérarchie lui a assigné une mission particulière. Fournir à Nicolas Sarkozy, avant leur parution, toutes les publications qui mentionnent son nom. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Même les plus futiles. Avec l'éruption de Voici, de Closer, on s'occupait de la presse People, parce que dit People dit politique, People politique. Hein, voyez. Tout a changé, vous voyez. La presse People était devenue une presse importante. Les Français, ils aiment voir un couple au pouvoir, et quand le couple est beau, c'est formidable. Et avec Sarkozy, ça a été le summum, parce qu'il a commencé avec Cécilia, qui était une ex-mannequin, puis il nous a fait vivre ses aventures au jour le jour, l'amour, le divorce, la réconciliation, le départ. Dans l'équipe de Nicolas Sarkozy, le commandant Prissette est en contact permanent avec Pierre Charon. Charon est l'ancien attaché de presse de l'acteur Christian Clavier. Il travaille désormais aux côtés du ministre de l'Intérieur. Le commandant des RG lui rend quantité de petits services. Un matin, je lui avais donné les chiffres d'audience de la prestation de Sarkozy la veille. J'ai tout de suite téléphoné à Pierre Charon, qui était en réunion de cabinet. Je me rappelle chuchotant, ah merci, merci. Il me dit, ah oui, c'est très bien, merci encore, etc. Peu à peu, le ministre de l'Intérieur va mettre les RG au service de sa propre candidature à l'Élysée. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle de 2007. Pour être élu, Nicolas Sarkozy devra probablement affronter Ségolène Royal. La future candidate socialiste est en proie à des difficultés conjugales. Son compagnon François Hollande entretient une liaison avec une journaliste de Paris Match, Valérie Trierweiler.
Je m'en souviens très bien, il y a eu une soirée où on a vu tout d'un coup Valérie Trierweiler partir, on l'a vu s'engouffrer dans une voiture, elle était avec François Hollande et ils s'embarrassaient comme je sais pas quoi. Donc on a commencé à se dire, tiens, il doit y avoir quelque chose. Mais il n'y avait rien d'officiel. Puis vous savez, c'était quelque chose d'assez lourd quand même pour nous. Parce que, bon, tout le monde aimait bien Valérie, donc on était assez discret aussi là-dessus. Grâce au RG, Nicolas Sarkozy va savoir très vite que le couple Royal-Hollande bat de l'aile. Une information particulièrement sensible sur la vie privée de sa principale concurrente, recueillie par le commandant Prisset. 12 ans après, ce dernier accepte de tout dévoiler, jusqu'à l'identité de son informateur, recruté dans l'entourage du patron de Paris Match. C'était le chauffeur d'Alain Genestar, le directeur de Match, qui me raconte ça, je crois qu'on est en 2006, il me dit oh, il faut que je te dise, François Hollande a une maîtresse, en l'occurrence Valérie Trierweiler à l'époque. Elle était chef du service politique de Paris Match. Ah bon, alors là... Il me raconte que, alors qu'il conduisait Genestar en voiture, Ségolène Royal appelle Alain de Genestar en lui demandant, paraît-il, que Valérie Trierweiler soit écartée du service politique de Match, etc. Tout le monde était hyper choqué, c'est une démarche complètement répréhensible de faire ça. Enfin, demander à un directeur de journal de virer quelqu'un comme ça, parce que, au nom de quoi? Genestar, a refusé catégoriquement, lui raccroché au nez. Alain Genestar et Ségolène Royal ont toujours nié l'existence de cet échange téléphonique. L'officier des RG, lui, transmet immédiatement l'incident à sa hiérarchie. C'était quand même hyper important de le savoir. Comme ça, tout l'appareil gouvernemental est au courant que Ségolène Royal est fragilisé, quoi. Ah bah oui, voilà, je pense. Ouais. Je considère qu'un service de renseignement, ça doit exister dans la République, mais ce n'est pas un instrument pour faire des barbouzeries. C'est une faute de la part de cet inspecteur qui a certainement voulu se faire bien voir et donc fait du faillotage. On est dans l'institution policière. La carrière, ça compte. Donc il y a forcément à ce moment-là quelques faiblesses humaines qui font qu'on est amené à donner des informations dans l'idée que peut-être un jour il y aura un renvoi d'ascenseur en termes de carrière. Effectivement, le renvoi d'ascenseur a bien eu lieu. Quand Nicolas Sarkozy a quitté le ministère de l'Intérieur, il me dit, bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu le mérite en récompense. Vous avez eu quoi? La médaille du mérite. La médaille du mérite, grâce à lui, ouais, on peut le dire. Ouais. En récompense de vos bons services d'information. Oui, d'information. À l'occasion de la campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy va avoir une nouvelle opportunité d'utiliser les renseignements généraux. Mais cette fois-ci, la manœuvre des RG contre Ségolène Royal va être révélée au grand jour. Ce commissaire a été témoin de cet épisode rocambolesque. Il travaille aujourd'hui dans les services antiterroristes, où l'anonymat est la règle. Un matin, les gars de la section contestation et violence sont réquisitionnés pour traiter une demande urgente, une demande cabinet, comme on dit. C'est-à-dire que l'ordre, en fait, vient du cabinet du ministre, hein, donc Sarko. Le truc, c'était de trouver des éléments sur Bruno Rebel. C'est un ancien patron de Greenpeace qui vient d'être nommé conseiller de Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle. Bruno Rebel, ancien patron de Greenpeace France, se retrouve dans le collimateur des RG. Pour affaiblir la candidate socialiste, les policiers vont tenter de le discréditer. L'objectif, c'était de me trouver une grosse faille. On me retrouverait avec un casque, un masque noir en train de péter une vitrine sur les Champs-Élysées. Ça aurait été du pain béni. Et alors, là, les gars, ils s'y mettent. Ils regardent les fichiers, ils se font communiquer son jugement de divorce, etc., etc. Mais ils galèrent, ils trouvent pas grand-chose. Un truc sur une voiture qui se disputait avec son ex-femme, mais bon, rien de bien méchant. Et puis finalement, ils ont trouvé un truc. Le loustic avait participé à une manif qui avait dégénéré. Je crois que c'était au début des années 2000. Merci à tous d'être venus. Et ça,
C'était une info qui pouvait être utilisée contre lui. On aurait dit il y a les gauchistes violents dans l'entourage de Ségaud et ça pouvait lui nuire. Mais ça s'est pas passé comme ça. Des journalistes apprennent que les RG enquêtent secrètement sur le passé du conseiller de Ségolène Royal. En pleine campagne présidentielle, la tentative de manipulation est rendue publique. Elle provoque immédiatement une tempête politico-médiatique. L'hebdomadaire révèle que l'ex-directeur de Greenpeace aurait été récemment la cible d'une enquête des renseignements généraux. Il y a des méthodes qui sont invraisemblables et qui n'ont pas lieu d'être dans une république. Il faut éteindre l'incendie. En politique aguerrie, Nicolas Sarkozy s'efforce de le faire. Il n'y a eu aucune enquête de personne, il y a une enquête sur quoi? S'il devait y avoir une enquête à faire, ce serait sur le programme de la candidate. Dans ce cas-là, ça serait une enquête très très approfondie. Aujourd'hui encore, l'équipe Sarkozy reste gênée par cette manœuvre de basse police. Très franchement, sur cette affaire dont je me souviens vaguement, je ne voudrais pas faire de commentaires parce que mes souvenirs ne sont pas suffisamment précis. Je ne voudrais pas dire des choses fausses ou des fantasmes. Vous bottez un peu en touche. J'avoue cette grande faiblesse. Le rythme effréné de la campagne fera oublier cette affaire montée de toutes pièces par les renseignements généraux. Heureusement pour eux, Ségolène Royal n'a jamais voulu faire de ses mauvaises manières une affaire d'État. On savait que si on rentrait dans des batailles sordides de « je te tiens, tu me tiens, j'ai un dossier sur toi, moi j'en ai un autre », etc., le résultat n'était pas bon pour la politique et il était bon pour les extrêmes, et notamment pour l'extrême droite. Et donc on n'a pas voulu nous rentrer là-dedans, on a défini un code de conduite, c'est elle qui l'a défini, on l'a défini ensemble, et on s'y est tenu. On a eu des tas de choses qui nous revenaient, parce que tout le monde parle, ces cas-là. On nous a proposé des choses, je ne veux pas révéler de secret, mais on nous a proposé des choses sur la vie privée de Nicolas Sarkozy, et la ligne de conduite de Ségolène Royal a été d'une intransigeance totale. Elle disait « je ne veux pas qu'on touche à ça ou qu'on rentre là-dedans ». Voilà. Et le message a été passé d'ailleurs à l'entourage de Nicolas Sarkozy en disant « nous n'irons pas sur ce terrain-là ». La guerre de position entre les deux candidats en restera là. Et en mai 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui remporte la victoire. Voilà qu'il grimpe sur l'estrade et sur la scène. Mes chers amis, le président fraîchement élu veut tout changer dans l'approche du renseignement en France. Spécialité recherche explosif. Il a l'air pressant. Il confie le dossier à la nouvelle ministre de l'Intérieur. Quand j'arrive place Beauvau, je trouve un ministère qui a une réputation d'opacité, voire de manipulation et autres. Et moi, dans mes lignes directrices, je dirais que l'une des principales, c'est de faire tomber cette image d'une police politique. C'est une page de l'histoire de notre police qui se tourne. La DST et les RG qui existaient depuis 70 ans disparaissent. Les deux services de renseignement fusionnent pour éviter les doublons et être plus efficaces face à la menace terroriste. En clair, une sorte de FBI à la française. Renseignements généraux et direction de la surveillance du territoire ont fusionné pour créer la DCRI. La DCRI est un service d'élite destiné à combattre les nouveaux dangers qui menacent la France. Et notamment une montée du risque terroriste. Même si, en 2008, l'État islamique Daesh n'existait pas, même si nous étions dans une phase de l'activité terroriste qui n'était pas extrêmement soutenue, nous avions tous, bien sûr, le souvenir du 11 septembre aux États-Unis, nous avons le souvenir des exactions d'Al-Qaïda, et par conséquent, nous nous disions qu'il fallait renforcer les effectifs de lutte contre le terrorisme. Toute la sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme, issue des renseignements généraux, a basculé entièrement, dossiers, fonctionnaires, voitures, au sein de la DCRI. La surveillance de l'opinion publique, le cœur de métier des RG,
devient l'apanage d'un autre service de police, le renseignement territorial, le RT. Un tiers des anciens RG y est affecté. Le RT est au départ dirigé par une ancienne figure des renseignements généraux, le commissaire Guilaine. Mais dès le premier jour, ces hommes sont traités comme des parias par les nouveaux maîtres de l'antiterrorisme. On nous a enfermés dans un demi-étage et puis il fallait montrer patte blanche pour entrer et sortir. Il ne fallait pas aller dans les mauvais étages qui n'étaient pas les nôtres. De toute façon, les autres bureaux, ceux de la DCRI, quand la porte de l'ascenseur s'ouvrait, derrière il y avait un gardien de la paix. Il y avait un filtrage, il y avait des badges particuliers et les portes ne s'ouvraient qu'avec des systèmes de sécurité particuliers. Donc nous n'y avions pas accès. Les RT sont les nouveaux RG, mais des parents pauvres, sans moyens ni considération. Le renseignement territorial était considéré avec mépris au sein de la communauté du renseignement. Et donc c'était vraiment des fonctionnaires qu'on estimait sans méthode, sans intérêt. Il n'y avait pas de véritable construction d'un métier du renseignement parce que les missions pouvaient être assurées par n'importe qui d'autre et qu'il suffisait presque de se mettre sur des sites internet pour arriver à produire des notes de la même qualité. Ceux à qui l'on donne les moyens de travailler sont désormais les hommes de la DCRI. En toute logique, c'est Bernard Squarcini, l'espion préféré du président Sarkozy, qui détient les rênes de ce nouveau service antiterroriste. Mais tous les présidents ont nommé ou fait nommer des gens avec qui ils n'étaient pas en inimitié ou en désaccord. Ça fait partie de la logique. Alors, l'avantage, on est directement au centre du pouvoir. À l'Élysée. Oui, bien sûr. Donc, c'est là où se passent les choses en tête-à-tête. Quand vous nommez quelqu'un à la tête d'un service, il faut avoir confiance en lui. C'est indispensable. Alors après, il se passe des choses... Bernard Squarcini, sa proximité avec Nicolas Sarkozy, ça va provoquer effectivement au sein de la DCRI des dysfonctionnements assez gravissimes. Avec la création de la DCRI, une nouvelle ère devait s'ouvrir. En réalité, rien ne va changer. Dans un premier temps, le commandant Prisset, celui qui avait donné des gages au clan Sarkozy Place Beauvau, intègre le nouveau service, comme certains de ses anciens collègues RG. Squarcini a beaucoup d'empathie avec les fonctionnaires, très sympathique, comme on dit. Il me dit, bon, la presse, on a besoin, j'ai besoin d'avoir un service com, etc., au sein de la nouvelle structure. Pur produit des renseignements généraux, le nouveau maître espion de la République en a gardé toutes les habitudes. Il reste très intéressé par les rumeurs et les ragots. En ce début de quinquennat Sarkozy, une personnalité en particulier attire l'attention du tout Paris politico-médiatique. Il s'agit de la nouvelle garde des Sceaux, Rachida Dati. C'est vrai que au départ, on ne la connaissait pas encore très bien. C'est quelqu'un qui a du charme, quoi, vous savez, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de charme, qui a un bagou absolument terrible et qui faisait la une de tous les journaux, mais dès le départ, parce qu'elle était étonnante. Quand elle a été ministre de la Justice et qu'elle a posé en barésie avec une robe dure rose dans Paris Match, ça s'était jamais vu. Ben, elle a osé. Donc, elle s'est devenue la coqueluche des médias. Au printemps 2008, un événement en particulier va attiser la curiosité de la presse people. Il y a eu l'affaire Rachida Dati. Alors, déjà, le tout Paris dit, allez, en 5, mais qui est le géniteur? Tout le monde parlait que de ça. Moi, je m'en souviens, dans les dîners en ville, on nous demandait, t'es un match, alors Rachida, c'est qui le père, etc. Et donc, c'était un moyen un petit peu d'amuser la galerie, quoi, voilà. Et là, évidemment, ça intéressait Bernard Squarcini.
Si j'avais eu des informations, je les transmettais, disons, j'avais le portable de Scorsini, je transmets l'info en disant, tiens, il y a la rumeur d'un tel qu'on dit sur tel ou tel. Et les RG se sont mis dessus parce qu'eux voulaient absolument apporter l'info au président qui leur disait « Mais vous êtes des minables, si les RG, vous pouvez même pas me dire qui est le père de cette petite, c'est vraiment que vous êtes pas fait pour le job. » Nicolas Sarkozy exige d'être le premier à savoir qui est le père, et c'est normal. Et il veut avoir le contrôle total des gens qu'il dirige, y compris sur leur vie privée. Alors là, il y a eu des multiples noms qui sont sortis, notamment l'ancien Premier ministre espagnol, Aznar. En fait, c'était pas du tout lui, en fait. Non, finalement. Les hommes du renseignement ne seront en tout cas jamais en mesure de contenter la curiosité du président. La DCRI à la recherche du père d'un bébé inoffensif? Est-ce vraiment une mission à la hauteur de ce service d'élite? En 2012, avec Mohamed Merah et l'irruption de l'hyperterrorisme, il devient évident que la DCRI doit s'employer à changer ses méthodes de travail. Scorsini a essayé, comme on dit, de créer un FBI à la française. On a vu le résultat. Hein, Il y a eu un certain nombre d'actes terroristes dans lesquels des gens sont morts. Donc à partir de là, on peut se dire, effectivement, on n'a pas été parfait. La lutte contre le terrorisme devient alors la priorité des priorités. Les hommes du renseignement changent leur méthode d'investigation. Plus de technologie, d'écoute, d'analyse de données. C'en est fini des RG à l'ancienne. Ceux qui ne le comprennent pas sont priés de se diriger vers la sortie. J'allais dire RG, la machine sacrifiée, un peu. Hein, voyez. Ce n'est pas un plan social, mais ça aurait pu être un peu l'équivalent d'un plan social, hein, de faire partir les anciens. Étant donné que j'avais mes annuités, ils m'ont poussé quasiment à prendre ma retraite. Hein. Pendant 70 ans, les renseignements généraux ont tenu les Français à l'œil pour le compte de tous les gouvernements de droite comme de gauche. Il faut être honnête, je pense que c'était pas inutile. Bon, après on a dit il faut pas qu'il fasse de la politique. Bon, mais faire des notes d'ambiance et donner le sentiment sur des mobilisations sociales, sur des manifestations à venir, sur le climat qui règne dans le pays, pour le pouvoir politique, c'est pas si inintéressant que ça. S'ils existaient encore, les RG auraient peut-être réussi à alerter les autorités sur la colère qui montait dans le pays fin 2018. Mais les aurait-on vraiment écoutés au sommet du pouvoir? Car l'époque a changé. Tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une police politique n'est plus acceptable par l'opinion. Sans compter qu'à l'ère du tout numérique et des réseaux sociaux, les informations circulent maintenant beaucoup plus vite. Le travail des renseignements généraux a perdu beaucoup de son intérêt. Aujourd'hui, cette police secrète n'existe plus que dans la mémoire collective des Français. Je ne sais pas ce qui restera de l'image des renseignements généraux, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à se départir de ce côté sulfureux qui nous a été collé. Ils n'ont pas compris qu'il fallait évoluer et que ce mode de fonctionnement, de surveillance des partis politiques était dans notre temps. Et dans une démocratie, ce n'est pas le rôle des flics de faire ça. Ce n'est pas le rôle des flics. Les RG resteront à jamais une légende française, un symbole, celui du côté obscur du pouvoir politique.